de la Ligue des Cinévores, toujours en compagnie, moi Mathieu, et je suis avec mes fidèles collaborateurs Max et Hugo. Et puis voir un léger détail en ce moment, il y a un petit changement. Max a consommé des champignons, c'est ça la différence qu'on peut voir en ce moment. Wow! Je bloque ça de même. Non, en fait, Je peux te conter l'anecdote si tu permets. Ouais, faudrait Ouais, mettre vas-y, Hugo, je vais faire le du micro gag, avec nous mais autres. En fait, j'ai été au Rockfest en fin de semaine passée et j'ai... Montebello Rock, maintenant. Ouais, j'aime dire Rockfest pareil. Fait que j'étais allé au Rockfest puis j'ai un ami que je nommerai pas parce que certains me connaissent et personnellement puis ils savent c'est qui. Et c'est facile de me trouver sur Facebook, fait qu'on va éviter. Mais cette dite personne-là a insisté pour qu'on fasse du mushroom pendant le Rockfest. Moi je m'en allais. Puis il m'a fait « Hey Max, t'attends-tu faire du mushroom? » J'étais « Non, ça me tente pas, je suis pas tant down. » Puis il a vraiment insisté, puis il dit « Je te le paye le gros, puis on va triper. » Je finis par céder parce que je suis faible, puis je décide de prendre ces champignons-là, puis tu sais, en plus ça faut que tu le mastiques, puis c'est comme, ça goûte vraiment le cul, là, c'est vraiment pas bon. Puis je le prends, puis 3 minutes plus tard, mon chum, le gars, il fait « Écoute, je vais juste aller mettre des jeans dans la tente, je reviens. » Ok. Parce que c'est vrai qu'il commençait à faire frette. Fait que j'attends. Il est jamais revenu, esti. Il s'est endormi dans la tente de 3 minutes qu'il est allé genre changer de pantalon. Fait que là, je me suis ramassé tout seul sur une moche. Mais là, c'est pas ça, c'est parce que j'ai un ami qui m'accompagne à cette soirée-là, puis c'était éminent en question. Lui, cette soirée-là, ça marche avec une fille, fait qu'il part avec la fille, puis il décide de me crisser là. Mais moi, j'étais à 55 minutes de marche de mon char, qui est mon campement, cette soirée-là. Fait que j'ai été obligé de marcher 55 minutes sous la pluie, gelé comme une balle sur une moche, à 4h du matin. Je peux te garantir que pendant 45 minutes, c'était comme de cette king de tabarnak de cette corps. Pendant 45 minutes. Bref, Ouais. mon point c'était que je suis rendu dans le milieu de l'image. J'ai changé ma place avec Hugo. Ah oui, c'est ça le point. C'était le Ouais, gag que je voulais c'est faire. c'est ça le changement. Oui, c'est ça le changement, c'était ça le gag. Mais Je pensais que Max c'était la a joie dit- du go, ok, comme un game de mort. Et voilà, il est très heureux. Il est en amour avec Max, c'est ça l'amour, ça se voit et ça rayonne. Alors, cette semaine, on critique un gros film qui était très attendu d'une franchise qui est quand même culte, qui est Les Hommes en Noir. Et Je connais pas. cette fois-ci, c'est Les Hommes en Noir International. Je connais pas. Donc, on reviendra C'est quelques vrai. instants là-dessus. J'ai pas vu ça. Moi, Et, Moi, j'ai vu Men in Black International. C'est ça que bah j'ai oui, bah oui. Et on va parler entre autres du nouveau Pixar, de Hunger Games, puis aussi de jeux vidéo. Alors, sans plus On a attendre, un Patreon aussi, je pense. on a un Patreon. Non. Non? Non, on n'a pas le Patreon. Bon, Hugo. ben c'est moi qui est fou. Voilà, t'es Bravo, fou. Hugo. Alors sans plus attendre, on va être du côté des chroniques. Les chroniques. Alors on est du côté des chroniques et sans plus attendre les boys, on rentre dans le vif du sujet, on va parler de ce qu'on a vu et écouté. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Hugo. Alors Hugo, qu'est-ce que tu as vu et Ben, écouté? j'étais assez occupé ces temps-ci. Métro, boulot, dodo, j'arrive souvent chez nous bien fatigué. Tout ce que je regarde, c'est mes émissions habituelles. J'écoute soit Sucré salé. sucré salé ou Ce qu'il y a dans le Squelette placard. dans le placard. Mais quand Tu j'ai le vraiment temps... sucré salé à tous les jours? Ouais. Il se fait des rafales des fois le Je me vendredi. fais des rafales parce que je les écoute en reprise. Ah. C'est en rattrapage C'est le sur seul Québécois qui fait l'application ça. TVA. C'est Bref. c'est correct. Excusez, je m'étouffe. J'ai écouté Lost, moi puis Matt, on l'a enfin fini. La saison 1. Saison 1. Ouais, ça a fini cette saison, les gars. Je l'aurais fait tout seul, j'aurais déjà fini. Mais avec Hugo, je dois prendre mon temps. Donc j'ai fini la saison 1 avec Hugo. On Vas-y. savoure, on savoure. On a écouté aussi Winchester, Oui. on a- avec entre autres notre ami Phil et notre ami Laurie, qu'on salue aussi, bien sûr. Voilà. Et puis moi c'est pas mal tout ce que j'ai écouté cette semaine. Winchester c'est un film D'horreur. mais je dirais comme suspense, horreur. Prochaine, En fait plus suspense parce qu'il n'y a pas trop d'horreur dans le film. prochaine petite touche encore plus inquiétante, c'est basé sur une histoire vraie. Donc ça ajoute un côté encore plus... moi je trouve que c'est encore plus... Ça vient plus nous chercher. Puis il y a quand même Hélène Mirren, Hélène Mirren je pense que ça s'appelle, qui est une actrice britannique très connue, que j'ai entre autres dans Red 1 et 2 récemment. Et elle joue le personnage principal du film et elle est vraiment bonne là-dedans. C'est pas le gros film d'horreur, mais c'est quand même divertissant. Puis ça m'a donné le goût, en tout cas à moi, de visiter le manoir Oui, de parce Winchester. que c'est inspiré d'une histoire vraie. Ouais, qui s'est déroulé dans le manoir des Winchester, qui appartenait à la famille de ceux qui ont créé les Winchester, qui était à l'époque la plus grande marque d'armes à feu aux États-Unis. Et c'est considéré jusqu'à ce jour comme un des plus gros manoirs aux États-Unis. Je sais pas si c'est le plus gros, mais
s'il y en a un qui le bat, c'est pas normal en tout cas. Il y a comme 1000 pièces, je pense. Là. C'est Ouais, débile. c'est quelque chose comme ça, une centaine de Parce pièces. que l'histoire en simple, c'est qu'on suit un médecin qui est engagé pour aller vérifier l'état de santé de la femme veuf de la famille des Winchester qui vit à la maison des Winchester. Et elle est accro sur tout ce qui est esprit. Et les esprits ils ont parlé, ils ont dit qu'elle devait construire des chambres pour chaque esprit qui y parle. Donc elle a commencé à faire rénover son manoir et c'est vraiment vrai. Pendant toute son existence, quand elle a vécu le manoir était en continu, en rénovation. En rénovation continuelle, elle construisait des chambres et c'était en construction 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À l'année. À l'année, quelque chose comme 365. Pendant comme 40 ans comme genre. Puis vraiment c'est un manoir à voir absolument autant pour les mordus dehors que l'architecture parce qu'il y a des couloirs qui mènent nulle part, des trappes au plafond qui amènent dans le vide, des portes que tu rouvres puis tu peux tomber de genre 4 étages. C'est vraiment bizarre, c'est vraiment des labyrinthes. Si tu sais pas comment te déplacer, tu peux te perdre solide là-dedans. En tout cas c'est un bon petit film d'horreur que j'ai bien aimé sur Netflix. Ça vaut le détour, même si je sais que ce genre de film-là, c'est pas ce que les gens préfèrent en film d'horreur parce que c'est pas horreur à 100%, là, c'est pas du début à la fin t'as peur, tu sais. Mais moi j'ai trouvé que ça faisait le travail. Voilà. Donc Max? Moi j'ai écouté 2 films. J'étais encore dans mon marathon Austin Powers. Voilà. J'ai écouté Austin Powers de Spyro. Je sais que c'est ton modèle là. Oui, en plus ça te ressemble beaucoup. Ah. Mais sans, Poupée! mais sans le mojo. Sans le mojo. Ouais, parce que Austin Powers dans ce film-là se fait voler son mojo. Et son mojo c'est son appétit sexuel. Ouais. Ouais, excuse. Fait que oui, c'est ça. Fait que j'ai écouté ce film-là. J'ai remarqué que le deuxième était quand même un petit peu moins trash dans ses propos. Le premier, avec Will Ferrell qui fait du blackface puis qui a des blagues d'harcèlement sexuel. Celui-là, il va un peu plus ça. Finalement, il y a peut-être eu des petites critiques dans l'époque, je sais pas. Mais il reste qu'il y a quand même des gags. On rit beaucoup des homosexuels, puis des gros, puis... Ouais, mais mon Dieu que c'est drôle. C'est que ça me fait rire, là. C'est tellement cave. Pour vrai, là, mais je trouverais tellement ça intéressant qu'on met Austin Powers comme dans notre réalité à nous autres, là, que ce soit comme plus... comme Austin Powers qui doit s'adapter, genre, au nombre d'aujourd'hui, dans le fond, là, tu sais. Genre, t'acceptes pas les femmes, tu lances pas de commentaires désobligeants, tu sais, genre... Je trouve que ça serait vraiment intéressant, parce que je sais que ça fait longtemps qu'Austin Powers 4, il était sans temps chantier, il était repoussé, il était annulé, il était repoussé. Puis finalement, je pense que le projet est juste mort. Faut dire que Mike Myers en a perdu beaucoup, là. Ouais. Puis il y en a gagné ailleurs, là. Ouais, c'est ça, fait qu'on le voit plus du tout, Mike Myers, à part dans les Shreks, ce qui est un peu dommage. Ben il a joué dans Bohemian Rhapsody cette année. Ouais, il joue un petit rôle, puis c'est juste à titre de clin d'œil, parce que dans Wayne's World, il y a une chanson de Bohemian Rhapsody qui joue dedans. Ouais. Puis en plus, ça va relancer, pas relancer, mais ça va remis la chanson dans le top 1 des charts. Cette chanson-là, elle revient tout le temps. Oui. Elle est immortelle, faut croire. Là. Deuxième film, j'ai écouté, c'est le film le plus vu rapidement de Netflix. Oui. Un record. Je l'ai écouté cette semaine. Ouais, j'ai écouté A Murder Mystery, le nouveau film d'Adam Sandler sur Netflix. Ça faisait un petit bout que Adam Sandler avait pas un concept qui m'intéressait un peu. Il y a eu son film avec sa famille qui était comme un drame que j'avais trouvé vraiment, vraiment bon. Il avait été acclamé, même le film. Là. Et dans le fond, Murder Mystery, qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'histoire d'un couple qui ne voyage jamais et qu'Adam Sandler, dans le fond, est un policier qui fait croire à sa femme qui est en fait... qu'est-ce qu'il y a entre policier, mettons, là On peut ici. je sais plus, mais ça c'est enquêteur, je suis plus certain, là, mais ça c'est enquêteur dans le film. Bref, ils finissent par aller en voyage, puis ils prennent l'avion, puis ils finissent par se faire inviter par un gars dans l'avion, puis il leur dit accompagnez-nous, je vous invite sur mon yacht. Rendu sur le yacht, il y a un meurtre Ah oui, qui se c'est fait. vrai, oui. Ouais, puis là dans le fond, le film va être un peu comme savoir qui est le tueur. Je vais vous avouer que dès que le meurtre arrive, j'ai découvert tout de suite c'était qui. C'était plus ou moins... Je trouve que c'était quand même assez évident de savoir qui est le tueur ou la tueuse. Mais si on parle dans l'ensemble de la qualité du film, c'est clairement un de ses moins pires sur Netflix. Là. La traduction française est épouvantable, écoutez ça en anglais, là, la voix d'Adam Sandler est insupportable, là. C'est vraiment insupportable. Mais j'étais content de revoir Jennifer Aniston, on la voit comme moins, là, fait que j'étais comme content de la voir, puis j'aime bien sa complicité avec, justement, avec Adam Sandler, ça fait comme 3-4 films qu'ils font ensemble. Ouais. Dans l'ensemble, le film, c'est un film... C'est moyen, là, c'est correct, là, ça fait un job, là, tu vas être diverti, je suis sûr, Mathieu, toi, tu vas aimer ça, là, dans le sens que... Non, mais dans le sens que je sais que t'aimes bien les films de Sandler à base. Pour vrai,
écoute ça dimanche, mais genre en après-midi. Puis s'il pleut, encore plus. Ah oui. Je souviens aussi que Danny Boone dans le film. Ouais, oui, un acteur Danny Boone. français. Puis qui a un rôle important pareil, là. Il est quand même Puis juste dans là. la version originale, il parle en anglais, français, en anglais, mais avec un accent avec un accent français. Ouais. Il parle en anglais avec un accent français. Ouais. Ok, parfait. Mais c'est bien, là, pour vrai. Sandler a fait pire, mais il a fait mieux. Fait que, Ben, c'est Adam Sandler, tu sais, C'est pas basé sur le jeu Meurtre et Mystère. c'est-tu Clou? Le Clou. Ouais, ça Clou. peut, là, ouais. Ou je dirais Clou plus est le roman, c'est les 8 petits nègres ou 7? C'est un livre, en tout cas, c'est un livre d'Agatha Christie, dans le Oui. fond. En tout cas, je me sens que c'est les 7 petits nègres. Je sais pense que c'est que- basé sur le jeu où ils se sont inspirés du jeu Cluedo ou Clou. Tu sais, parce qu'il parle j'ai vu la bande-annonce en cherchant le film que nous on mais a Clou, finalement à la regardé. base, c'est basé sur l'œuvre d'Agatha Christie. Fait que, Ouais, Ah, bon. je pense que c'est ça, hein. Fait Ouais. que, bref, je pense que vous allez aimer ça, vous deux, mais genre sans non plus capoter, là. Ben, j'y vais à l'annonce sur mon Netflix et ça m'a quand même... Je trouve ça intéressant parce que Adam Sandler, comme j'allais dire, c'est que tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Il y a un humour assez particulier. Puis il y en a autant qu'il y en a autant qui le détestent qu'il l'aime. C'est vraiment assez... J'ai regardé les commentaires sur Facebook, là, puis c'est assez tranché, là. Mais Adam Sandler, il a toujours été comme ça. Il y a un public assez précis quand il fait ses films. C'est sûr, il y a des films qui sont assez mauvais, là. Il y en a fait beaucoup sur Netflix qui valent pas le détour. J'en ai écouté quelques-uns. Puis tu vois qu'il y a de la misère. Mais le dernier avait l'air d'avoir de l'ambition dans ce film-là. Ouais, ben c'est ça, c'est plus... Il y a l'ambition, c'est ça. Ah, écoute, j'ai plus d'autres opinions là-dessus. C'est correct, je vais continuer avec ce que j'ai vu. J'ai vu un film que tu as déjà vu, qui est Hot Fuzz. Ça m'a corrigé, j'en suis à peu près sûr. Qui est un film britannique avec le duo très populaire Simon Pegg et l'autre, malheureusement, je ne connais pas son nom. Nick Frost. Nick Frost, merci. Deux acteurs américains, pas américains, britanniques qui sont très populaires. Ils ont fait beaucoup de films ensemble. Ils ont fait beaucoup de projets aussi ensemble. On a annoncé il y a pas longtemps qu'il allait faire un autre film aussi. Ben c'était un trio, hein, surtout. Là tu vas me dire, ben voyons, il y a juste Nick Frost puis Hot, puis Simon Pegg, mais le réalisateur c'est Edgar Wright. Oui. Il y a une trilogie ensemble, Hot Fuzz, Shaun of the Dead et The Last Pub at the... Oui, le Le dernier pub avant la fin du monde. Ouais. exactement. Qui est le projet Cornelio, qui est comme une... Parce qu'il existe des cornets, je pense, justement en Angleterre, et que c'est 3 sortes de fraises, menthe, puis chocolat, je crois. Et que chaque film représente une couleur. Parce que dans chaque film, dans cette trilogie-là, il y a un moment où ça mange un de ces cornets-là, justement. Ah, ok. En tout cas, bref, C'est correct. Ben bref, j'ai vu ce film-là qui est de la fois avec le duo, comme tu disais, de Nick Frost et Simon Pegg. De la fin de l'histoire, c'est on suit le personnage de Simon Pegg qui est un policier 5 étoiles à Londres, mais il est tellement efficace qu'il fait de l'ombre à tous les autres policiers. Et à un moment donné, son supérieur décide de l'envoyer en campagne dans un petit village paisible où il se passe rien, pour l'éloigner le plus possible de Londres, pour que les autres policiers puissent avoir une chance de se faire remarquer. Au début, il veut pas y aller, il va de reculons, mais finalement, il va. Et il va croiser le chemin d'un autre policier qui est joué par Nick Frost, qui est le fils du policier de la place. Et qui est le chef de la place, qui est lui qui joue le même professeur, c'est le même acteur qui joue le professeur des potions dans Harry Potter 6. Qui remplace Celui qui fait Slughorn. Ouais, Slughorn. Slughorn. C'est l'acteur britannique lui aussi. Et dans le fond, il y a une grande pochette d'acteurs britanniques là-dedans. J'étais quand même très surpris. Entre autres, il y a Timothy Dalton qui joue l'homme riche du village. C'est pas le propriétaire de l'épicerie? Ouais, c'est ça, c'est comme un des plus riches de la place, c'est une belle loto puis tout. Puis dans le fond, il arrive là, puis rapidement il découvre qu'il y a de quoi qui louche dans celui-là, est trop parfaite dans ce village-là. Il va commencer à enquêter et ça va vraiment aller dans de l'humour très absurde, très comique. Mais c'est excellent comme film. Ah, c'est très bon, il y a des bons gags, puis l'histoire est très surprenante, il y a des twists que tu t'attends pas au film. Ouais, il y a vraiment... Là, c'est bien travaillé, là, il y a un souci. Là. Moi, c'est... écoute, là, je l'ai acheté le film, à ma dépense. Mais la première fois que je l'ai vu, c'était en copie digitale, copie DVD gravée. On me l'avait donné, puis je l'ai acheté par amour du film. Et dans le fond, je savais absolument pas l'existence de ce film-là, je savais absolument rien. Puis je l'ai mis, j'ai mis la galette dans le lecteur DVD de l'époque. Puis j'ai écouté le film, puis le film, je te dirais aux 3/4, change complètement de ton, là, ouais. mais genre solide, là. Puis quand tu t'y attends pas, puis tu connais pas, mais écoute, le film est tellement bien rythmé, il est drôle, puis les scènes d'action, quand il arrive, sont juste comme tellement imaginatifs que ça rend ce film-là vraiment, là... Mais je pense que c'est vraiment...
c'est vraiment le duo puis la réalisation qui rend ce film-là vraiment exceptionnel. Là. C'est vraiment, vraiment un bon film. C'est vraiment très monté, le scénario est très surprenant. Les acteurs, comme je dis, c'est très bon. Il y a une très bonne brochette d'acteurs britanniques qui sont là-dedans. Il y en a quelques-uns qui font des petits rôles qui durent pas longtemps, mais ça montre quand même beaucoup l'ampleur du cinéma britannique. Honnêtement, j'écoute pas tant de films britanniques, j'en ai écouté quelques-uns, j'aime beaucoup le cinéma britannique. Ça m'a fait réaliser que j'en ai pas assez écouté, puis il y a des bonnes œuvres à écouter. Écoute, les States sont allés le chercher parce que justement, c'était un réalisateur, il a fait Baby Driver. Ouais, il a fait Scott Pilgrim, là, tu sais, je veux dire, le gars c'est pas de la masse, c'était lui qui était censé faire Ant-Man à la base. Puis aussi le duo d'acteurs qui est choisi, qui est Simon Pegg et Nick Frost, qui font eux aussi beaucoup de projets, qui sont très populaires, ils sont très forts dans l'humour, mais aussi dans d'autres projets plus sérieux. Je sais que Simon Pegg c'est un grand amateur de comics, puis il travaille sur beaucoup de projets en rapport avec les comics, entre autres The Boys qui va sortir sur Amazon bientôt. Que j'ai vraiment hâte. Qui était basé à la base sur... Le personnage principal était basé sur l'apparence de Simon Pegg, en hommage à lui parce que le gars il aimait beaucoup Simon Pegg. Mais ça a lancé la carrière de tout le monde, là, ces trois films-là. Là. Ben oui. Puis vraiment c'est un bon film, c'est une bonne comédie. C'est ce genre de film que tu vas revoir plusieurs fois parce qu'il est vraiment bon à écouter, puis l'humour est bonne. Puis ouais, ça vaut vraiment le détour. J'ai écouté aussi Copain sur commande, un film que tu vas avoir le goût d'écouter pour découvrir le concept et réaliser le concept dans la vraie vie, même chose pour toi Hugo. Copain sur commande est une exclusivité Netflix qui suit un jeune garçon au collège qui c'est un gars ordinaire, qui a une vie ordinaire, qui travaille dans une espèce de subway, puis il pogne pas avec les filles, puis il a besoin d'argent parce qu'il veut rentrer dans une des plus grosses universités aux États-Unis. Mais d'un, il faut qu'il fasse une lettre pour se présenter, mais il ne sait pas quoi dire. Puis la deuxième chose, c'est qu'il a besoin de l'argent pour aller là, mais il est dans une famille pauvre. Et il y a un soir, un de ses amis, il est mal pris, il demande de le remplacer pour s'occuper de sa cousine qui va à un bal. Fait qu'il décide d'y aller, mais en échange, il demande d'être payé. Fait qu'il le fait, il passe la soirée avec elle, il s'amuse sur ça, et il couche pas avec elle, je t'apprécie parce que pour Max, s'amuser, c'est coucher avec. Et il revient chez eux, il a s'amuse pas souvent de bord. Et il y a un flash, il réalise que il réalise autour de lui qu'il y a beaucoup de monde qui cherche un copain sur commande pour des situations, une fête, un souper, juste jaser, n'importe quoi. Les filles ont besoin de quelqu'un autour d'eux. Et il décide de créer une application avec un de ses amis où que les filles peuvent le rejoindre par l'application pour qu'il soit le copain idéal pour cette fille-là. Donc tu peux choisir, mettons, qu'il soit un douchebag, qu'il soit un sportif, qu'il soit un danseur professionnel, tout comme ça. Laisse-moi deviner, à un moment donné, il tombe sur une puis qu'il tombe amoureux. Ben, c'est une comédie romantique. Ah, si je l'ai deviné tellement vite. Effectivement, mais c'est une belle relation qui se fait dans ce film-là, mais c'est le concept, le film est beaucoup poussé sur le concept de les relations actuelles avec la technologie, dans le sens que maintenant tu peux te commander un copain avec une application, c'est le concept autour de ça. C'est un film pour adolescents, faut quand même le préciser, mais j'ai quand même apprécié le moment quand je l'ai écouté. J'ai trouvé le concept vraiment intéressant et très actuel, dans le sens que c'est possible que ça peut exister de nos jours. Puis vraiment, il y a quand même une bonne morale au film qui m'a capté. Puis le duo d'acteurs principaux que je connaissais pas m'ont vraiment plu, j'ai goût d'y revoir. Vraiment, c'est des jeunes acteurs et je sens qu'il y a du potentiel pour ce duo-là. Donc vraiment, c'est un bon petit film à découvrir sur Netflix. J'ai vu aussi, j'ai commencé une série que je suis en train de dévorer. Je cherchais une série comédie à écouter pour me changer d'idée. J'ai découvert Mindy Project sur Netflix, qui est sur la chaîne Hulu aussi à la base, et qui est une série en 6 saisons, qui est terminée depuis je pense 2015, mettant en vedette Mindy Kaling, qui est une actrice et humoriste américaine d'origine indienne, qu'on a pu voir dans beaucoup de projets, entre autres il y a un film Disney récemment où elle joue dedans avec Oprah. Ouais, je pense que c'est ça. Elle vient de sortir un film qui est sorti en fin de semaine passée. Oui, c'est un film qui est sorti avec elle aussi. Elle est très en vogue en ce moment, elle est considérée comme des femmes les plus drôles aux États-Unis. C'est elle qui a produit la série, qui joue le personnage principal dans la série, qui est Mindy Project. Et d'abord aussi une femme dans la trentaine qui est médecin gynécologue et qui est à la recherche du grand amour. Elle a rêvé toute sa vie d'avoir son prince charmant, d'avoir une famille, des enfants, tout ça, d'avoir une vie parfaite. Mais sa vie se déroule pas comme ça, elle a une vie assez plate, les hommes ne s'intéressent pas à elle, elle pogne juste des trous de cul, elle a quand même une bonne carrière, mais dans l'ensemble c'est très bon. Vraiment, je connaissais pas l'actrice vraiment à la base, je l'avais déjà vu dans le film de Disney il y a pas longtemps que je parlais avec Oprah, elle m'avait pas tant marqué dans le film honnêtement, mais je sais qu'elle est très populaire et quand j'ai vu la série je me suis dit je vais l'écouter, j'ai le goût de la découvrir et vraiment je suis rendu à la saison 4 sur 6. Il faut préciser que c'est des épisodes de 20 minutes parce que c'est un format sitcom. Ça s'écoute très bien et l'histoire est vraiment bonne.
Il y a des bonnes morales à travers la série sur la famille, les relations amoureuses, sur tout ce qui est moderne, sur comment on agit maintenant pour nos relations, c'est tout du spontané, comment c'est difficile maintenant de trouver le grand amour même si on a tellement de moyens de communication. Il y a des bonnes morales à travers la série. Puis elle fait beaucoup de références aussi à beaucoup de films cultes de comédies romantiques. Puis vraiment elle m'a beaucoup marqué, elle a bon humour, elle a une bonne personnalité dans la série. Et vraiment elle est très marquante. Puis elle brise comment je dirais ça, l'image qu'on voit d'habitude des actrices dans ce genre de séries-là. Qui sont toutes des. D'habitude sont comme comment je faisais ça, ça ressemble à des mannequins si je peux dire. Là. Puis elle est très belle, Mindy, elle est très belle, moi je la trouve très belle honnêtement. Mais tu sais, elle n'a pas un corps de mannequin, mais elle l'assume, puis elle fait ça des forces en disant qu'elle se trouve plus belle que les femmes qu'elle croise qui sont des mannequins parce qu'elle se sent plus réelle. Puis j'aime cette mentalité-là, je trouve ça vraiment bien. Puis ça vaut des trous. Puis le casting autour d'elle dans le film, dans la série, je connais pas vraiment, la plupart me disaient rien, mais ils sont vraiment tous attachants et très drôles. Par contre, en début de saison, la première saison, il y a plusieurs personnages principaux qui disparaissent après comme 12 épisodes, parce qu'ils ont retravaillé le scénario, puis ont coupé comme plusieurs personnages du scénario pour rendre ça plus structuré. Et quand tu le sais pas, ça passe comme de l'eau. Mais moi, je m'étais renseigné un peu sur la série. Mais dans l'ensemble, ça vaut le détour. C'est des saisons de à peu près 20 épisodes, je crois. 20 minutes par épisode. Ça se coûte super bien, super rapidement. Comme je vous ai dit, je suis rendu à la 4e saison. C'est disponible en français et en anglais. Puis je sais pas si c'est moi qui est dans ce moment un trip de comédie romantique ou ces affaires-là, mais je trouve ça vraiment très bon. C'était un tendre dans le cœur. Je suis très tendre dans le cœur. Et j'ai hâte de continuer avec ça. Même si je trouve qu'à partir de saison 4, ça commence à perdre un peu de son intérêt tranquillement. Attends, je t'arrête 30 secondes. Saison 4? Oui. T'as commencé quand? C'est une pensée. T'as dit combien d'épisodes par saison? À peu près 20, mais c'est 20 minutes par épisode. T'as écouté 4 saisons de 20 épisodes. T'as écouté 80 épisodes en une semaine. Oui, mais c'est des 20 minutes. Ben, Chris, ça justifie rien, c'est Chris 3, c'est 1 heure, là. Ouais. Puis des fois, j'imagine c'est 22-23 minutes, là. Des fois, ouais. Mais je veux dire, pendant que je me fais à manger... C'est clair qu'il aurait fini là. Il avait raison quand il disait ça tantôt. Là. J'ai pas de vie, je l'admets, je n'ai pas de vie, je le sais, mais j'avoue que... En fait, tu dors pas la nuit. Je dors pas. C'est Je juste suis pas ça. comme toi, Hugo, j'ai pas besoin de 10 heures de sommeil pour être capable de fonctionner. Mais il dort-tu pour la nuit? Ben, je peux me lever la nuit, puis faire comme... Qu'est-ce que tu fais, Matt? Mais, Qu'est-ce que tu fais? il est-tu genre sur son sel en même temps ou il est vraiment juste concentré là-dessus? Je te dirais que 10 à 20% du temps, il est sur son sel. Je suis pas souvent c'est pour ça, parce que moi, dans mon livre à moi, il faut que tu profites du contenu que tu regardes. Donc, jamais que j'écoute un film ou une série, je suis concentré dessus, sauf si vraiment il y a de cas d'urgent, je vais être sur mon sel, mais en règle générale, je suis jamais sur mon sel. Puis je trouve ça agaçant quand quelqu'un le fait, soit quand je suis avec des amis ou au cinéma. Ou au podcast. Ouais, au podcast. Mais j'avais plus... À ma défense, pendant Men in Black, ma propriétaire me textait, j'avais pas le choix de répondre. C'est correct, je t'en Elle veux était pas. chez nous, là. Je comprends, mais bref, j'invite à découvrir ça, une bonne petite seed qui divertit puis qui est légère, ça s'écoute comme on veut. Puis c'est ça, moi j'aime bien ça, c'est le genre de série que j'aime écouter quand je fais mes affaires, tu sais, ménage, cuisine, relaxer dans le salon quand il est tard le soir puis je suis fatigué, des trucs comme ça, c'est vraiment Je bien. suis sûr qu'Hugo, des fois, il va se coucher, tu l'écoutes, puis il se lève le matin, il s'étire là, avec les oiseaux, puis tout ça, puis il va juste mettre ça devant encore la TV, genre. C'est quasiment ça. Bref. Mais il doit pas être fatigué. Bref, on va continuer les chroniques. Dans les chroniques, on continue dans les nouvelles. Ouais. Ça a fait le tour. On commence avec les nouvelles de ton côté, Max. Ouais, on va commencer avec une nouvelle. Oui, aujourd'hui, étrangement, on a 2 nouvelles sur le jeu vidéo. Je vais y aller avec la première, qui est quand même, somme toute, intéressante. C'est le film Gears of War, basé sur la licence de jeu Gears of War, une exclusivité Xbox et maintenant PC. Et en fait, Gears of War, pour résumer vite, c'est genre tous des gros dudes avec des gros muscles, des gros coups, puis des petites têtes, mais des gros guns à tronçonneuse. C'est eux autres qui avaient inventé le système de couverture là, que tu te cachais, puis tu tirais. Là. Bon, ben, c'est eux autres qui ont inventé ça. Et il y a quand même un gros lore, surtout avec la première trilogie. Le 5e sort d'ici, je pense, le mois de septembre. Mais oui, c'est ça, il y a comme un gros lore autour de cette franchise-là. Et officiellement, ben, ça fait des années qu'on parle de faire un film. Je pense qu'on parle de faire un film depuis le premier jeu. Puis là, ça a l'air que ça accélère. Là. On sait que maintenant que le gars qui travaille sur le scénario, ça fait 2 ans qu'il travaille sur le scénario. Et ce qu'il a annoncé, c'est que le film, va être basé sur l'univers du jeu, mais pas basé sur le premier jeu, mettons. C'est vraiment une histoire... C'est un film dans l'univers de Gears of War, mais qui va mettre en parallèle certains personnages emblématiques, dont Phoenix. Comment il s'appelle? C'est-tu Phoenix?
Phoenix? Comment il s'appelle le personnage principal? Marcus? Marcus Phoenix. Marcus Phoenix, Ah. ouais, c'est ça. Fait il devrait être là, mais tu sais, peut-être pas nécessairement en tant que personnage principal. Il était clair, il faut faire un bon film, après ça on fera un film sur le jeu. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. On sait toujours pas quand ça va sortir, il n'y a pas de date, il n'y a pas de tournage, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas rien. Il y a juste le scénario, mais au moins on a quelque chose. Mais tu sais, ça aurait été comme bon de le faire pendant que la licence est en... Tu sais, je sais pas, après ça, la licence, ça va-tu dormir comme 2-3 ans? On sait pas le succès du 5e jeu. Bref, on va voir au fil du temps, mais moi, j'aimerais ça. Je trouve que c'est un univers qui a de quoi à faire. Je suis très d'accord, c'est un univers que j'aime beaucoup, c'est une de mes franchises préférées d'Xbox. J'avais dévoré la première trilogie, après j'ai vu que j'avais plus d'Xbox, je l'ai regardé d'un coin de l'œil, mais j'ai toujours adoré cette franchise-là. Ça m'a fait acheter une 360 à l'époque. Entre autres, moi aussi. Puis dans la nouvelle aussi, tu as oublié de mentionner, mais le scénariste qui va s'occuper du film, c'est un scénariste d'un de tes films préférés, c'est lui qui a fait le scénariste du dernier film Triple X. Oh, c'est rassurant. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'avais pas vu ça, mais ouais, c'est rassurant. Très rassurant. Ah! Tu vois-tu ma joie? Voyez-vous ma joie? Il m'a convaincu de pas écouter ce film-là, pour vous donner une idée. Là. Moi qui avais bien aimé le premier. Là. Ben là, on parle duquel? On parle du 2 States of... Non, le dernier qui est sorti. Là. Ah, je l'ai pas vu. T'as pas vu le dernier? Non, c'est toi qui l'as vu. J'ai pas vu le dernier Triple T'as X. pas vu le dernier? Ah bon, ben. J'ai vu un triple X, mais pas le même. En tout cas, le dernier qui est sorti, je l'ai pas vu, puis c'est ça là. C'est comme Oz et What's Up. Ah, ouais. Bref, ça pour dire que j'ai hâte de voir... Tu de la comprendre, là. Ouais. Excuse-moi, Bref, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec ça, parce que c'est une franchise qui a du potentiel. Mais j'espère que c'est des films qui vont être classés genre 16 ans et plus, parce que sinon ils vont abîmer la licence, c'est très gore comme univers. Parlant de ça s'en est plus, on l'a pas dans la nouvelle, mais je fais un petit parallèle. Joker va être rated R aux Ouais. États-Unis. C'est une première, je pense, pour les films de DC. Je pense que oui. À moins que je me trompe. Ah, peut-être les Burton à l'époque. Sinon... Sur ce moment de silence, je te laisse continuer. Voilà. Je continue avec une nouvelle assez loufoque. C'est au sujet de la franchise Jurassic Park, une franchise qu'on aime beaucoup. Je sais que le dernier tu l'as louangé, Max, c'est dans les films de Jurassic World 2. Tu parles comme si je l'avais détesté. J'ai pas eu ça. Je sais, j'aime ça te niaiser. Le royaume perdu... c'est le... ouais, Le royaume perdu, le monde perdu, c'est pas le 2, ça? Non, en anglais c'est Fallen Kingdom, c'est la chute du royaume. Le Royaume perdu, me semble. Non, ça c'est un des premiers ça. Mais bref, en anglais c'est Fallen Kingdom. Je vais aller voir. Je vais le dire en anglais parce que je ne me rappelle pas en français. Bref, c'est au sujet, c'est revenu, vu que ces temps-ci parle beaucoup de cet univers-là parce qu'ils ont lancé une série animée et la suite qui va sortir dans genre 3 ans de Jurassic World pour leur travailler. Là, ils ont parlé avec ceux qui ont créé l'univers de Jurassic Park, qui est basé sur des romans, si tu l'ignorais, Hugo. Ah. Et ils nous ont appris que le premier scénario du premier Jurassic Park était différent de ce qu'on a vu. À la base, John Hammond, qui était Le royaume déchu. Ouais, mais merci. Voilà. Qui était le directeur du parc, lui qui avait eu l'idée de créer le parc des dinosaures dans le film, John Hammond. Il était censé mourir à la fin du premier film, mort, dévoré par des raptors. Mais c'est le réalisateur Steven Spielberg qui a décidé que finalement non, qu'il ne voulait pas faire mourir le personnage, parce qu'il voulait peut-être s'en réserver pour des futurs films. Ben, ils l'ont tout dans le 2. Ben, on le revoit dans le 3, il me semble. Non, ils m'ont dans le 2. C'est dans le 2? Ouais, il est mort malade. Il y a peut-être, parce qu'il disait dans la nouvelle qu'il avait été présent dans la première franchise, là. Mais c'était des flashbacks, je sais pas. Mais je me rappelle pas du le troisième, je me rappelle pas trop de ça à faire, j'ai pas vu assez Je me souvent rappelle le plus ben du 2 puis tu trouves cool. Le 2, je me rappelle quand même pas pire, mais le 3, j'ai pas vu Parce que assez le 2, souvent. je me rappelle, il est dans comme son lit de mort. Ça se peut, mais le Jurassic World 2, son frère, ils sont une mort. Mais... Ça fait trop longtemps que je les ai vus, fait que je peux pas vraiment parler. Non En tout plus. cas, on te laisse continuer, Matt. Mais tout ça pour dire c'est ça. Et qu'à la base aussi, c'est pas surprenant pour les fans de la saga qui ont lu les livres, parce qu'à la base le livre était encore plus sombre que l'œuvre qu'on a vue en film. Et aussi qu'il y a plusieurs personnages, entre autres ceux-là, dans les personnages principaux mouraient des mains des dinosaures, que pour la version filmée, ils ont décidé d'être un peu plus Clément, genre. clément, ouais, parce qu'ils voulaient que les gens accrochent ces personnages et qu'ils les revoient plus tard s'ils décident de les exploiter encore plus. Et donc ils ont retravaillé ça. Et donc c'est une anecdote que je trouve intéressante à mentionner sur les tournages de films qui est sorti en ce moment dans un boom. C'est une Jurassic Park parce qu'il y a plein de projets qui sortent, il y a une série animée comme j'ai mentionné. Il y a un autre Jurassic World qui s'en vient. Ils n'ont pas annoncé si c'était le dernier encore. Puis ils ont dit qu'ils pourraient faire d'autres projets avec l'univers des dinosaures de l'univers de Jurassic Park. Il faut rappeler qu'à la base, je pense que c'est juste 2 livres. C'est qui produit ça? C'est-tu Warner? Un peu de plus. Je sais pas c'est qui produit honnêtement la franchise Jurassic Park, mais ça va être un gros studio parce que ça demande beaucoup de budget pour faire ce genre de film là. C'est dans les 100 millions et plus, là. C'est énorme comme budget faire ces films. Ouais, il rentabilise tout le temps. Ah oui, mais Même un mauvais film de Jurassic Park va le le premier rentabiliser. Jurassic World avait été très rentable. Non, 1.7
ou 1,4 milliard. Il avait tout défoncé, il venait de dépasser Avengers. Là. Ah, c'est... Ouais. Pour un film qui est finalement... Meh. Ouais, c'est ça. Ouais. Bref, je te laisse conseiller avec ta prochaine nouvelle. Ouais, ben, dans la continuité des films de jeux vidéo, ça a l'air que ça arrête pas quand même, hein. On adapte tout ce qui peut être adapté. C'est Monster Hunter qui va avoir droit à son adaptation. On en a parlé quelques fois à l'émission. C'est le film mettant en vedette l'exquise, très talentueuse Mila Jovovich. Après son succès avec Hellboy. Oh ouais, elle a prouvé son talent à tout le coup. Elle était... Incroyable. Elle a perdu la tête pendant le film. Dans le fond, Monster Hunter est le film qui va être réalisé par S.W. Anderson, qui est étrangement le mari de Mila Jovovich. Quelle coïncidence! C'est à croire qu'il lui donne du travail, hein? Ça serait pas parce qu'elle est bonne actrice, non? Ok, bref. On a eu le droit à un teaser. Le teaser, par exemple, il est leaké. C'est un teaser qu'on n'est pas censé avoir vu. Ça a l'air d'avoir été filmé dans une salle de présentation au Japon. Écoute, visuellement, le film a l'air vraiment bien. Là. La créature a l'air vraiment bien faite. On voit une créature qui sort de la terre et on voit comme des personnages emblématiques du dernier Monster Hunter World, d'où une fille qui est le seul personnage qui parle dans le jeu, qui est là avec... qu'on la voit, là, tu sais. C'est ça. Fait qu'on voit pas grand chose à part que... On voit brièvement un monstre. Ouais, c'est ça. Puis le monstre saute à l'écran, là. C'est jamais vu. Puis, on voit pas grand chose, c'est dur de vraiment juger. Ça, là, c'est mais... un teaser leaké, fait que... Mais c'est souvent ça aussi, hein, les films de Monsieur Anderson, parce qu'il fait des films qui ont l'air vraiment bons, puis finalement quand t'arrives au résultat, c'est très nanardesque. Là. Il faut quand même préciser, c'est quand même aussi une grande franchise de jeux vidéo, là. Ça fait longtemps que ça existe, Monster Hunter. Là. Mais ouais, c'est vraiment Monster Hunter World qui a fait vraiment démocratiser la franchise en Amérique du Nord, parce qu'au Japon, c'est des méga hits, là, c'est des jeux les plus vendus. Là. Mais ici, ça y a pris le dernier titre vraiment pour que ça explose. J'ai joué à plusieurs Monster Hunter quand j'étais jeune, puis c'est très trippant comme univers. C'est un univers où t'es un chasseur de monstres, les monstres sont énormes. Mais la seule affaire qui fait peur, c'est qu'il y a des mitraillettes dans ce film-là, puis il y en a pas dans le jeu. Dans le jeu, c'est comme des arcs, t'as des armes, mais qui sont pas des balles d'AK-47 genre, tu sais. T'as des lances qui lancent des balles, là, mais... Ouais, c'est ça, c'est un gun à pierre, là, tu sais, ouais. mais pas une mitraillette. C'est peut-être une version alternative, je sais pas, mais c'est Monster Hunter, je suis curieux d'en voir plus, mais Mila Jovovich, tu sais qu'à la base, ça aide pas à vendre le film. Je serais pas de toi, je serais du gars qui est comme qui se force à pas bailler à l'écran. D'accord. Parlant de leak, pour relancer cette nouvelle, on l'a pas mentionné, mais il y a un petit leak de la série Loki qui va être la première série de Disney Plus exclusif. C'est juste une image qui est sortie. On voit Loki marcher à New York dans les années 50 et il a le cube dans les mains. Je crois que ça fait vraiment suite à Avengers Endgame. Ouais, et selon les premiers détails qu'on a, ce serait comme il voyageait dans le temps, donc il se promenait dans les périodes. Est-ce qu'il va s'amuser à travers les périodes ou il va se concentrer dans les années 50, je le sais pas. Mais ça s'annonce pas quand même assez tape à l'œil. Là. On sentait que c'est quand même une série qui va avoir beaucoup de budget. C'est sur Loki aussi qui est toujours joué par l'excellent Tom Hiddleston, voilà, merci. Voilà, un petit leak, je te laisse mentionner. C'est pas ma nouvelle que je vais mentionner, mais tu me l'as fait rappeler ça. Mais ma nouvelle, c'est sur le prochain film de Pixar. À chaque fois qu'il annonce un film de Pixar, c'est toujours un événement. Ouais. Là, c'est le 23e film de Pixar qui va sortir en 2020, donc l'année prochaine. Parce que cette année, c'est Histoire de jouer 4 qui va sortir, qu'on va aller voir la semaine prochaine. C'est notre prochain film, théoriquement, si tout va bien. Que j'ai très hâte de voir d'ailleurs, Histoire de jouer 4. Et là, c'est le film Soul, c'est le titre du film de Pixar. C'est en 2020 qui va se dérouler. Je pense qu'il faut dire Soul, genre c'est comme c'est comme si le U était muet, genre. Ben, en français, c'est esprit, l'âme. C'est âme, là. Âme. Et dans le fond, l'histoire va se dérouler à New York et en mettant dans un monde imaginaire. Et ça va tourner tout autour du concept de l'âme. Ça va exploiter vraiment ce concept-là et aussi avec l'époque présente. Donc comment on va percevoir l'âme de nos jours et c'est quoi son utilité, ses effets, tout ça. Ça va être très coloré comme univers avec les logos qu'on a pu voir du film. Pixar est très fort dans tout ce qui est coloré. Mais ça sort quand l'année prochaine? Ouais, l'année prochaine, en 2020. Y a pas genre un autre film de Pixar, je pense, Onward ou quelque chose de même, avec les deux jeunes qui vont en camionnette, qui vont faire le tour du monde fantastique. Oui. C'est pas DreamWorks celui-là? Non, c'est vraiment Pixar, je suis 100% sûr. Mais ça veut dire... C'est le premier film de 2020 si tu préfères. Ça veut-tu dire qu'il va y avoir 2 films de Pixar l'année prochaine? La dernière fois qu'ils ont fait ça, il y avait eu The Good Dinosaur puis Inside Out. Sans dessus-dessous. D'ailleurs, ouais, c'est ça. The Good Dinosaur, c'est genre... D'ailleurs, le film est réalisé par le même qui a fait Inside Out. C'est le même réalisateur qui va faire le film Soul, donc ça s'annonce bien pour ça. Parce que c'était sans dessus, je pense, en français. Oui. Qui était, à mon sens, un des meilleurs Pixar. Ah ouais, c'était vraiment bon. C'était excellent. Il fait vivre des émotions, l'histoire est très bonne.
Et c'est le même réalisateur qui... Avec les émotions, celle-là. Ouais, c'est ça. On suit une petite fille dans sa tête. Ouais, ouais, Mais exact. pour vrai, le moins bon qu'ils ont fait, c'est justement The Good Dinosaur. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. J'ai vu, mais pas mauvais. Ah ouais, je sais, même les moins bons films de Pixar sont bons. Là, tu sais. Pixar, c'est genre... C'est juste c'est le moins marquant, genre. C'est pour ça que Pixar a leur propre catégorie d'Oscar aux Oscars. Tu sais, t'as la catégorie film d'animation, mais en parenthèse, c'est écrit Pixar. Pixar a gagné. Ouais, c'est ça, c'est par Le seul défaut. temps qu'ils gagnent pas, c'est quand ils sont pas là, puis ça arrive jamais. Pas de Disney. Ben, l'année passée, ils ont pas gagné. C'est un Ben, indépendant. c'est me cette année, semble. en fait, qu'ils ont pas gagné. Cette année. C'est Spider-Man qui a gagné. Mais quoi qu'il le méritait à maudit. Ouais. Mais l'année passée, c'était Coco, de Pixar. Ouais, puis l'autre avant, je serais pas surpris que ce soit un autre. Mais c'est rare que c'est pas Pixar. Ouais, c'est ça, je pense que c'est Disney qui a créé cette... Ouais, puis à la base, c'était pour leur film à eux Disney, puis là, maintenant, c'est Pixar qui a les prix. Parce que, tu sais, au début, c'est la Belle et la Bête qui avait fait la polémique, là, mais... Ouais, ben ça n'a pas été nominé non plus dans meilleur film. Ça avait fait une polémique, ça. Ouais. Bref, c'est le prochain film de Pixar. Il n'y a pas encore d'extrait, rien, mais c'est un projet que je trouve intéressant. Ça me fait penser, comme je disais, comme sans dessus-dessous, on s'amuse à travailler les concepts de la vie. Là, c'est sur l'âme au lieu d'être les émotions. Donc, je suis vraiment curieux d'en voir plus, voir les personnages, tout ça. Mais comme je disais, avec le logo, on voit des belles couleurs. Donc, moi, Pixar, quasiment à chaque fois, je suis vendu. Donc, j'ai hâte de voir ça. Donc, je te laisse avec ta prochaine nouvelle. Ouais, ben en fait, il y a une semaine qu'on ne parle pas d'Avengers Endgame. Le film est sorti au mois d'avril, puis on s'en va quasiment au mois de juillet, et on en parle encore. En fait, la nouvelle est par rapport encore à son box-office et à son ressorti en salle. Je m'explique. Actuellement, le film est à 2 milliards, 744 millions de dollars. Et Avatar, qui est le film le plus rentable de l'histoire du cinéma, est à 2,7 milliards 88. Fait que 2 milliards 788 millions de dollars. Ça fait vraiment beaucoup de chiffres. Ouais. En fait, l'écart entre ces deux-là est quand même relativement grosse. Oui, c'est 40 millions, ça paraît rien pour une production comme Marvel. Mais à titre d'idée, les derniers week-ends, ça a rapporté comme 500 000, ce qui est vraiment pas beaucoup. Puis généralement, je le vois plus en salle. Là. Je pense qu'il n'y a personne d'autre qui le revoit en salle, le film. Fait que ce qui a fait que là, le film marche moins, mais Disney s'en doutait que peut-être il atteindrait pas il réussirait pas à battre Avatar, qui est le King depuis genre 10 ans. Fait qu'ils ont annoncé une nouvelle version, en fait une version extended de Avengers Endgame. On parle pas de scènes rajoutées pendant le film, on parle de scènes rajoutées post-crédit. Ça a l'air qu'il y aurait un hommage à Stanley qui serait rajouté, ce que j'ai pu voir sur comicbook.com. Et en fait, ce qui permettrait probablement à Avengers d'atteindre le fameux 40 millions qui manque pour devenir le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. On s'entend que c'est voulu puis c'est stagé. Je suis sûr que c'était prévu. Mais c'est comme Avatar à l'époque quand il l'avait ressorti une deuxième fois. Ouais, Avatar, je pense qu'il y a eu 3 sorties au total. Là. Fait que, tu sais, puis il a été comme 6 mois au cinéma. Là. C'est long. Là. Mais là, il faut qu'il atteigne les 40 millions. Fait que d'après moi, je suis pratiquement sûr que ça va marcher. La seule affaire, on ne sait pas si c'est juste aux États-Unis. À date, oui, c'est ce qui est annoncé. Mais ça n'a pas été précisé que ça sortait pas ailleurs. Moi, je pense que ça me donnerait une raison de retourner le voir au cinéma. Je sais pas pour toi, Matt. Ouais. Mais Hugo, excuse-moi. Ouais. J'ai oublié de t'inclure, là, mais ouais. Ouais, peut-être. Mais ça me dérangerait même pas d'aller le voir en anglais, même. Ouais, non plus. Ok. Fait que, Là, tu sais, tu nous as mis le World War, le box-office mondiaux, puis ouais. de tous les temps. Puis je regarde, Avengers, ben, les Marvel ont la moitié des, Ouais. Black des Panther, 10 Age of premiers Ultron, box-office. Avengers, Infinity War, puis Avengers Endgame. Ouais. Les Black Panthers. Ouais. Tu sais, dans les 10 premiers sont Ben, là, c'est la moitié. Puis dans le 11e, je regarde, c'est Harry Potter, partie 2. Ouais. Ouais, effectivement. C'est quasiment tous des films de Disney en plus dans le top 10. Ouais, à part Furious 7, puis Jurassic Titanic. World, je pense. Ouais, Titanic aussi, c'est Paramount. Ouais, fait que bref, ça fait de la bonne radio ça. Ouais, Fait que effectivement. je te laisse y aller avec ta dernière nouvelle, Matt. Ouais, une nouvelle qui... je m'attendais pas à ça, mais je suis content, c'est une nouvelle que j'aime beaucoup. J'ai acheté le livre il y a bien longtemps de ça, j'avais dévoré cette univers-là. Et quand les films sont sortis, je les ai écoutés, je les ai adorés. Puis c'est une des rares fois où j'ai pu dire avec Harry Potter que c'était très fidèle à l'œuvre originale. Il n'y a pas tant de changement que ça. Un peu vers la fin, quand ils ont séparé un livre en deux, c'est toujours risqué. Moi Mais, j'avais lu que c'était un peu plus sombre dans les livres, par exemple. c'est un peu plus sombre effectivement Sombre, dans les ouais. livres. Il y a quelques petites scènes sombres qu'ils n'ont pas mis dans les films parce qu'à un moment donné ça ferait faire trop sombre. La deuxième partie du... voyons,
je vais recommencer. La deuxième partie du film, le dernier film, ils l'ont fait en 2 parties. La dernière partie, elle est vraiment fidèle au Il livre. faudrait préciser qu'on parle d'Hunger Games depuis Hunger Games, 5 ouais. minutes. Ouais, je sais pas si on l'a précisé. Là. On parle de la franchise Hunger Games qui était portée à l'écran avec Jennifer Lawrence dans le rôle de Katniss Evergreen. C'est le rôle qui l'a fait exploser. Et Josh Hutcherson. Oui, redis ça pour le fun. Josh L'histoire. Ça c'est... Hutcherson. Ça et c'est... Peter Mullark. Ouais, c'est ça, c'est Pita. Ouais, c'est Peter. ça. Pita! Qui en ce moment se connaît par la série Future Man qui est excellente comme série. Puis il y avait aussi Elizabeth Banks qui faisait celle qui disait la phrase culte votre sort sera favorable. Que ça soit... Il y avait Woody Ouais, Harrelson c'est ça. aussi. Ouais, qui faisait le mentor, qui là-dedans je l'avais trouvé excellent. Bref, ils ont annoncé, celle qui écrit les romans a annoncé une préquelle qui va se passer 60 ans avant l'œuvre originale, qui va sortir en 2020, en février 2020, le roman. Et ils ont demandé au studio qui était là, Lionsgate, qui s'occupait de la franchise, est-ce que vous allez adapter ce livre-là en film? Ils ont dit oui, bien sûr. On a adoré travailler avec Suzanne Collin pour les films et on veut continuer à travailler avec elle, faire une collaboration avec elle parce qu'on a beaucoup aimé ça. Donc ils ont dit dès que le livre est sorti, ils vont préparer le film. Donc on va avoir le droit au film en préquel. Max est très joyeux, il danse la danse de la joie. Il danse la danse du dollar. C'est un peu comme quand J.K. Rowling avait annoncé la préquelle des Animaux Fantastiques et les studios avaient dit oui on va faire des films là-dessus. Par amour à la franchise, parce qu'on les aime beaucoup. Là. L'argent. Ça me rappelle, je vais finir là-dessus. J'écoutais récemment un des dernières vidéos du Bazar du Grenier qui était sur un jeu vidéo d'Aladin qui était sorti sur Super NES. Ouais, t'as Et classique. il commence à en parler, il disait bizarrement en ce moment Disney ressort tous leurs vieux classiques en prise de vue réelle. Je comprends pas pourquoi. Puis c'était comme une tune qui part faire j'aime l'argent, j'aime l'argent, j'aime l'argent. Je comprends pas pourquoi Mais... Disney relance les films, voyons. Parce qu'on va pas être du jeu là. Ils sont en train de faire du cash là. Mais ouais. Donc c'était les nouvelles. Ouais. On va s'en plus attendre du côté box office. Bienvenue dans les chroniques box-office de Max. On est du côté box office, et là je laisse parler à Max parce que l'on parle de gros chiffres et Max ne sait parler de gros chiffres. Tout ce qui est gros comme ça. Bref, on va y aller avec les prédictions qu'on a eues la fin de semaine passée, la semaine passée. Et on a eu le droit à 2 gros films quand même. On va y aller avec le plus modeste en fait, c'est The Dead Don't Die, le film mettant vedette Bill Murray et Adam Driver, Monsieur Star Wars / Calloween / l'enfant qui pleure. Nous avons ici le droit à un film qui avait comme pas eu beaucoup de promotion, qui a eu des critiques relativement mitigées. Au moment, je pense qu'on a fait de prédictions. Les critiques n'étaient pas encore sorties, fait que c'était un peu dur de vraiment gager combien de films allait faire. Moi je croyais je suis peut-être naïf, mais je pense qu'à chaque fois que tu mets un film avec Bill Murray, ça va quand même amener un public, puis ça a l'air que non. En fait, quand même, écoute, c'est Hugo qui est le plus proche. Moi j'avais prédit un 16 millions de dollars, Mathieu avait prédit un 22 millions de dollars, et Hugo, modeste comme il est, avec la colle qu'il a donnée, il a dit 10 millions de dollars. En fait, le film a été un succès monumental. On parle ici d'un classique instantané. L'argent, écoute, Avatar et Endgame ont froid aux fesses. En fait, le film a fait 2,5 millions de dollars, ce qui en fait vraiment pas un gros chiffre, mais il faut dire que j'ai lu par la suite que le film était sorti dans des salles limitées, comme ici à Saint-Jérôme. C'est bien de savoir ça en fin de prédiction. Ouais, ça serait vraiment bien. Puis c'est ça, fait que ça nuit un petit peu à nos jugements. Fait que Hugo, félicitations. Yeah, j'ai gagné. C'est la première fois J'ai gagné un peu assez souvent. depuis le début, je pense. Je pense que oui. Le deuxième film, le film qu'on va traiter aujourd'hui, c'est Men in Black. Men in Black, je savais que le film, on savait que les critiques étaient comme relativement catastrophiques, là, on va dire. Là, les couleurs sont les couleurs. En plus, j'ai su aujourd'hui même que le film a eu des problèmes de production pendant le tournage. Le scénario a été changé quasiment au fur et à mesure pendant le film. À la base, un des sujets principaux du film était le racisme, mais face aux aliens, c'était comme un message lumineux, si vous voulez, là, sur le racisme, puis finalement, on reviendra là-dessus, mais on s'entend que c'est pas vraiment ça qui est arrivé. En fait, moi, j'avais prédit un 25 millions de dollars, Mathieu un 45 millions de dollars, et Hugo un 40 millions de dollars. Et je trouve que la production aurait pu être vraiment bonne, parce que ça reste quand même une franchise connue, on a quand même un bon casting, et je me suis dit, écoute, c'est sûrement moi qui va se planter, mais je pense que la critique a vraiment été trop assassine, et ce qui a pas permis au film de vraiment aller à la hauteur des espérances de Sony. En fait, le film a rapporté 30 millions de dollars, ce qui en fait de moi le gagnant. Yeah! Vos jouets? Non? Ok, c'est bon, je suis tout seul.
Fait qu'on va aller avec nos prédictions pour la semaine prochaine, de ce week-end. On va y aller avec, par grosseur de jouets. En fait, on va y aller avec Child's Play / Chucky, le nouveau film mettant la voix de Mark Hamill pour le personnage de Chucky. Un film qui a eu quand même un bon retour au niveau de sa bande-annonce. Le film semble beaucoup s'inspirer de ce que It a pu faire. On va mélanger horreur et humour. Les bandes sont quand même relativement efficaces. Je pense que ça, dans l'ensemble, l'équipe est d'accord avec moi. Surtout Hugo, bouge ta tête. Oui. Hugo est d'accord. Excuse-moi. Dans le fond, moi, je suis quand même plus enthousiaste. Faut admettre que les critiques ne sont pas sorties encore pour le film. Alors, si c'est catastrophique, je vais me planter solidement. Mais je vais y aller quand même avec le mini-buzz que le film a eu. En fait, moi, je prédis quand même 26 millions de dollars pour son premier week-end. Mathieu, toi, tu prédis combien? Je reste plus terre à terre. C'est une franchise qui a eu beaucoup de difficultés dans le passé. Elle a dû se retravailler, puis finalement, elle a abandonné. Elle est passée de l'horreur au comique. Puis, en tout cas, c'est une franchise. Le premier film il est culte, ça, faut le mentionner. Le personnage, je trouve qu'il est culte. C'est ça qui fait que... il est culte. Et ce film-là, il est censé être le renouveau de l'univers de Chucky. Donc il y a quand même de l'espoir. Mais je vais quand même rester terre à terre pour ce genre de film-là parce que c'est très casse-gueule, donc je vais 15 millions. Toi, Hugo? Moi, parce que vous m'interdisez de mettre des .6, des .7, des .75 étoiles, je me garde, je mets 12 750 000. Bon, ben, vous l'aurez su ici. Voilà. On va aller avec le prochain film, qui est le gros film, probablement le film d'animation de l'année, du moins de l'été. En fait, c'est Toy Story 4, qui a déjà un méga buzz autour du film. Vers l'infini et plus loin encore. En fait, le film a actuellement une moyenne de 100% sur Rotten Tomatoes, ce qui en fait un des films les mieux critiqués de l'histoire du cinéma. Et en plus, ce qui en fait qu'une franchise qui a le meilleur rating de tous les films d'animation. Sur les 4 films, il y en a 3 films qui ont 100%, et le seul qui est en bas de 100%, et le 2 avec 96%. Ce qui en fait un très bon rating. Alors, moi, je suis porté à croire. Parce que j'étais allé voir les prédictions du 3e film et on parle de quasiment 10 ans. Moi, le film avait rapporté 110 millions à son premier week-end, ce qui est excellent pour un film d'animation. Ben oui. Mais je crois que le film peut faire un peu plus. Alors, je vais changer mon chiffre que j'ai mis à l'écran avec réflexion, je me convainc moi-même. Je vais y aller avec 135 millions de dollars à son premier week-end. J'ose car je sens que ça risque d'être un gros film. Alors je laisse Mathieu y aller avec la sienne. Je vais rester plus encore une fois de terre à terre pour ce film-là. C'est un succès garanti, c'est sûr. Mais avec un film d'animation, c'est dur à prédire le résultat au final. Ça dépend toujours comment ça s'aligne, je veux dire, les axes. Les axes, voilà, tout ça. Donc je vois que 100 millions, je pense que c'est quand même très bon pour un film de cette envergure-là. Évidemment, je suis pas mal sûr qu'on va faire plus, mais je pense que quand même 100 millions, c'est quand même raisonnable. Donc voilà, donc toi Hugo? Ben oui, moi, je vais entre les deux. Un bon petit 115 millions. Je tiens compte de l'inflation depuis les 5-10 dernières années. Je pense que ça va atteindre 115 millions. Qui est très bien. Alors, c'est nos prédictions pour la semaine prochaine. Alors, on va pouvoir voir mon succès contesté la semaine prochaine. Alors, sur ça, on va aller dans la zone... Dans la zone non-spoiler, cette semaine, je rappelle, donc c'est le film Men in Black International. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. On est du côté non-spoiler, et là cette semaine, donc c'est que le film Homme en Noir International, le dernier film en date dans l'univers... oui Max? Excuse-moi, je connais pas ce nom-là, mais il y a Men in Black International. Max vient de le rappeler. Dernier film en date dans l'univers des Men in Black, je vais te le dire comme ça pour que tu ailles de gosser. Te laisser cette bataille. Qui est le 4e film et dernier film en date de l'univers de la franchise. Tu trouves-tu qu'on se ressemble, vu que les deux ont en rouge avec une bonne barbe? Puis... Effectivement, on se ressemble. Ce genre-là, mes lunettes, genre, tu sais, est-ce qu'on me confond? Ok, bon, excuse-moi, continue. D'accord, je peux être ton sosie, effectivement. Ou tu peux être mon sosie, whatever. Donc, on a eu le droit à une trilogie avec Will Smith et vous allez me dire le nom de l'autre acteur. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, je ne retiens jamais celui-là. Qui avait fait une trilogie ensemble. Et là, ils ont décidé de repartir la franchise avec un spin-off dans le même univers, mais cette fois-ci, en exploitant encore plus l'univers large des Men in Black, donc international, d'où le nom. On suit ici des nouveaux personnages, mais d'abord c'est réalisé par F. Gary Gray, qui a réalisé entre autres The Fate of the Furious, que Max va nous expliquer c'est quoi. The Fate of Furious? C'est Rapide Dangereux ça? Ouais, c'est le 8. Ah, c'est le 8e? Ouais. Ah, ok, excuse-moi, parce que moi, les Rapides Dangereux en anglais, je savais pas les titres. C'est quoi en français? First Eight? Je sais plus. Je pense que oui. Ou c'est... Ok, bref. Il a fait Straight Outta Compton.
Je suis sûr de Ouais, ça c'est le film, je peut-être sais pas c'est quoi dans le fond, c'est sur le groupe de rap, je me rappelle plus du nom du groupe de rap, mais il y a Ice Cube dedans, Oh, ok. puis c'était le fils d'Ice Cube qui jouait dans le film, en tout cas ça a eu un gros succès aux États-Unis, ici moins, parce que c'était un groupe rap moins connu, en guillemets là, fait que, ouais bref, il n'y a pas eu de sortie en français ici. Il a fait Be Cool, que j'ai déjà vu avec John Travolta. Et The Rock. Il y avait The Rock dedans, ça fait Ouais, longtemps c'est un de que ses je l'ai premiers vu. rôles par exemple. Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais ouais, un petit film d'action bien sympathique avec John Travolta. Et de Italian Job avec, comme tu disais, Matt Damon. Matt Damon. Mais non, c'est Mark Wahlberg. Ça ressemble tellement, les deux sont fades. Continue. Qui disait que c'est un bon film que je crois pas avoir vu. Bref, Dans mes souvenirs c'était bon. Là. c'est quand même un gros réalisateur en ce moment. Il a quand même fait le 8e rapide des dangereux. Au casting, on a une nouvelle tête d'affiche. On partit avec un nouveau duo. Qui sont ici Chris Hemsworth qui joue l'agent H. Et Tessa Thompson qui joue l'agent M. Donc ces deux acteurs-là se retrouvent après Thor Ragnarok et Avenger Endgame, entre autres. Ils avaient joué ensemble là-dedans, ils faisaient Thor et Valkyrie. On a aussi Raph Spall qui joue l'agent C, qui est comme le bras droit du celui qui gère l'agence à Londres. On a Rebecca Ferguson qui joue Risa, qui est connue récemment pour la franchise Mission Impossible, entre autres. On a Emma Thompson qui joue l'agent O, qui est connue pour beaucoup de films. Mais moi je la retiens entre autres pour Harry Potter, parce que oui elle joue dans Harry Potter. C'est elle qui fait la prof de divination dans Harry Potter. Et qui joue l'agent O, qui était la seule actrice vraiment revenue du casting original, parce qu'elle était là dans le 3e film. C'était une belle directrice à New York des Men in Black. Donc c'est pour faire un pont entre les deux, je trouve ça bien quand même comme référence. Et on a aussi une autre grande tête d'affiche, Ian Neeson, qui lui fait le directeur des Men in Black à Londres, qui joue IT. Qui est le mentor à l'agent H. Donc ça c'est pour le casting principal du film. Côté production c'est par Columbia Pictures et c'est distribué par Sony. Faut croire que la malédiction de Sony frappe encore. Quasiment tous leurs films vont pas bien. À part les Spider-Man et les Jumanji de ce monde. Leurs autres productions c'est pas très extraordinaire. J'avais lu un article en plus récemment là-dessus qui disait que Sony pourrait commencer à vendre ses franchises. Parce qu'à part Jumanji et Spider-Man... c'est pas super. Côté critique, Metacritic a donné 38% de critiques professionnelles, ce qui considère comme assez mitigé mauvais. Et public aussi. Public égal. C'est rare là, puis c'est rare. c'est pas une faute là, c'est vraiment égal. Ah, j'ai confiance. Et Rotten Tomato ici vraiment aux antipodes, 24% côté professionnel, qui est, on peut dire, un échec. Mais le public est au rendez-vous quand même à 65%. J'avais vu même 70 au début quand les premières critiques étaient sorties. C'est quand même... Je trouve quand même plus représentatif à 65 qu'un 24 honnêtement. Même 36 je trouve ça quand même un peu sévère pour ce genre de film là. C'est pas un film excellent en soi, mais c'est quand même divertissant, on en reparlera. Côté budget, Max? Aussi, je l'ai arrondi, mais ça a tourné entre 94 millions à 110 millions. Alors j'ai mis 100 millions. Ouais, j'ai bien arrondi ça. Fait que c'est ce que le film a coûté. Actuellement pour son premier week-end, si on parle vraiment mondial, le film a actuellement rapporté 110 millions. On parle pas d'une catastrophe, mais on parle pas non plus d'une réussite vraiment. C'est suffisamment pour peut-être mettre la franchise au placard malheureusement. Ou la transformer en CTV, ou ils ont déjà fait une série animée qui avait très pogné à l'époque. Peut-être un reboot vraiment adapté sur comme le ton de la bande dessinée qui est très dark, là, qui est vraiment loin d'être drôle. C'est ça j'ai ajouté, c'est basé encore une fois sur l'univers de la BD qui à la base est très sombre et très violente. Là. Dans la BD, ils n'ont pas un truc pour effacer la mémoire, ils te tuent littéralement pour pas que tu saches ce qui s'est passé. C'est très sombre comme univers. Puis à la base c'est deux agents blancs, c'est pas un duo blanc-noir. C'est le réalisateur du premier Men in Black qui a modifié ça parce qu'il voulait absolument Will Smith dans son film. Ce qui a été une bonne idée, ça a vraiment marché. Là. Ouais, ça a vraiment marché. Et pour anecdote, à la base, c'était censé être lui qui faisait Robin dans Batman et Robin. Il était censé jouer le personnage de Will Smith. Ah ouais, moi c'est pas ça que j'ai vu moi pour le premier. C'était censé être un des acteurs de Friends. Lui qui fait Ross. Ben, il était en liste aussi, mais le favori c'était... C'est parce qu'il a refusé le rôle. Ah, ça Mais se peut, mais... si tu vas sur la page Wikipédia de Men in Black 1, tu peux voir qu'il y a d'autres acteurs pressentis pour faire l'agent J. Puis juste avant qu'il choisisse Will Smith, c'était l'acteur que je vous parlais qui faisait Robin avant, Ouais. que je sais pas son nom, mais il était très populaire dans les années 90, puis là il a disparu un peu de nos écrans. Mais c'est le réalisateur qui a volontairement choisi Will Smith, les producteurs voulaient pas l'avoir à la base. Puis il l'a choisi, puis c'était vraiment un succès pour ça. Et bref, pour revenir à ce film-là, qui est encore une fois basé sur BD, mais il reste toujours dans le ton humour, même s'il est quand même plus sombre
que ses précédents opus. Ah, c'est ça, je veux juste, excuse-moi, je te vas-y. coupe 30 secondes. David Schwimmer et Chris O'Donnell, Ouais, les deux ont refusé. Ouais, c'est Chris O'Donnell que je parlais, qui était très populaire dans les années 90, qu'on voit plus vraiment. Si je me trompe pas, Will Smith a failli refuser le rôle, mais c'est en parlant avec sa femme qui a fait comme je vais l'accepter. Bref, on va se On concentrer va sur continuer. le film ici, qui est comme je disais sur la BD. C'est un film qui est un peu plus sombre que les autres œuvres qu'on a le droit à date de Men in Black, mais il reste toujours le ton comique. L'histoire, eh bien, c'est un spin-off, donc ça se passe dans le même univers. Il y a une catastrophe qui s'est passée il y a quelques années de ça. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans de ça à Paris. Et l'agent H était là avec l'agent T. Et ils ont empêché l'apocalypse de détruire la Terre. Et 20 ans avant ça, il y avait une jeune fille qui était témoin qu'un extraterrestre est rentré chez elle. Et ses parents, leur mémoire a été effacée par les Men in Black. Mais elle n'a pas été prise là-dedans. Donc elle a encore ses souvenirs. Elle a passé sa vie à les rechercher. Les Men in Black qui sont censés être invisibles. Et elle va finir par aller les découvrir à New York. Et elle va s'engager par eux. Et en parallèle, on va suivre à Londres l'agent H qui est en mission. Et leurs deux mondes vont entrer en collision quand la Terre va être en danger encore une fois. Et l'univers pourrait être anéanti. Et elle va se rendre à Londres et aider l'agent H à résoudre cette crise-là. Et ils vont devoir affronter de nouveaux ennemis. Et ça va être aussi l'occasion de voyager à travers le monde un peu. Parce que les premiers films étaient axés sur New York. Là, ils sont permis d'un peu plus voyager. On va entre autres à Londres, mais aussi à Marrakech, entre autres, pour voir du paysage. Et ce que je trouve quand même vraiment bien pour une bouffée d'air au film. Et comme je dis, il y a un nouveau duo qui est joué ici par Chris Hemsworth et Tessa Thompson, qui font un nouveau duo, un peu comme à l'époque, on avait le mentor qui était joué par Tommy Lee Jones, c'est ça? Hein? Ouais, exact. Et tu avais le jeune recrue qui est joué par Will Smith. Ici, c'est le même principe. Tessa Thompson fait la recrue, et voilà. Donc, c'est à peu près grosso modo l'histoire du film. Je vais entendre votre avis. On va faire un tour d'horizon. Je vais commencer avec Max. Moi j'étais lui qui avait quand même le plus hâte, je pense, dans les 3. C'est comme moi qui est comme poussé pour qu'on aille voir le film. Parce que c'est une franchise que j'aime beaucoup. Si on enlève l'exception du 2 que je trouve Qui aime se parler régulièrement. qui est vraiment une catastrophe sur tous les points. Moi j'aime beaucoup le premier. Le premier il vit même très bien. Le troisième, je trouve vraiment que c'est un bon film sans être un chef-d'œuvre monumental. C'est un bon divertissement. Il est Ça étonnant. bouclait bien la boucle. Ouais, c'est ça. Même un des défauts que je trouvais du 3, c'est qu'il n'y avait pas de conclusion. En fait, le film laissait clairement une ouverture à d'autres films. Puis après ça, la franchise a comme été genre sur rough pendant comme 7-8 ans, là, facile, avant qu'il y ait un nouveau film qui sort. Pour moi, j'essayais de pas avoir d'attente vu les retours très mitigés du film. J'essaie de calmer mes ardeurs et me dire, écoute, on va voir le film. J'ai l'impression que moi, je vais être diverti puis c'est ce que je veux. En fait, je te dirais que les 20 premières minutes, je les ai trouvées divertissantes. Mais il y a plein de choses qui font que ce film-là ne marche pas. Je n'ai pas ri une seule fois du film. Pour moi, c'est comme vraiment impensable pour un Men in Black. Je trouve vraiment que les personnages de Chris Hemsworth et de Tessa sont pas attachants pour 2 scènes. Je trouve que même visuellement, le film ose moins que les autres Men in Black au niveau des extraterrestres. Oui, il y a quelques extraterrestres qui sortent du lot, dont un, c'est pas un spoiler, là, un qui est comme une barbe. Mais je trouve que ça manque d'imagination pour le film. Puis je trouve que le film se perd dans son temps. Puis il y a beaucoup de... Une chance que ça arrive là, des 2 ex machina, je trouve qu'il y en a comme quelques... Il y en a une ou deux qui m'ont gossé. Bref, c'est un film que je suis vraiment... En fait, je suis déçu. C'est loin d'être un navet, là. Je pense qu'on est d'accord. C'est bien meilleur que le 2. Mais c'est vraiment loin d'être un film exceptionnel. C'est vraiment un film qui est juste comme oubliable, qui surfe sur la vague de Chris Hemsworth qui est très populaire en ce moment. Je trouve vraiment que c'est un film qui aurait dû oser un peu plus. En plus, comme je disais tantôt, il était censé avoir un thème sur le racisme, puis c'était envers les extraterrestres. Finalement, il y a quelques petits passages qu'il mentionne, mais c'est tellement de surface que c'est complètement oublié, puis tu peux même passer à côté. Pour moi, c'est juste comme... C'est pas un échec monumental, mais c'est juste comme une déception. Ok, je peux laisse aller les gars. Vas-y, go. Ben, j'ai bien apprécié le film. J'avais été intrigué par les bandes annonces. J'avais un peu hâte d'aller le voir. Je trouve que c'est pas un échec, c'est pas une réussite. Je suis comme un peu Max, pas mitigé, mais comme c'est un bon divertissement. Puis j'ai bien apprécié mon moment au cinéma. Pour ma part, c'est drôle parce que récemment j'avais tombé sur une vidéo sur YouTube sur les Men in Black qui parlait de la CTV et que l'univers était beaucoup plus sombre et il comparait avec la BD et tout ça. Et j'étais curieux de voir un univers plus sombre des Men in Black, voir à quoi ça pourrait ressembler au grand écran. Et ils ont un peu travaillé ça dans ce film-là. C'est normal un peu qu'on n'a pas ri vraiment, même si c'est quand même quelques gags à travers le film. Ils ont voulu rendre ça un peu plus porté sur le côté sombre parce que c'est un univers qui est très sombre à la base. Mais c'est tellement coloré.
Ben, c'est coloré, mais en même temps c'est sombre comme univers. Mais je pense qu'il voulait comme renouveler la C'est saga. quand même des hommes en noir. Fait que comment Ouais, veux-tu je que sais, mais ce soit tous les coloré? extraterrestres sont multicolores. Ouais. Je veux dire. Mais mon point c'est que dans le fond, ils voulaient renouveler la franchise d'une certaine manière. Là, ils ont choisi le spin-off, mais en même temps ils voulaient montrer une nouvelle image de l'univers des Men in Black. De ce sens-là, je trouve ça c'est quand même bien. Oui, on peut s'attendre plus d'humour, mais en même temps, si on connaît l'œuvre des Men in Black, c'est pas surprenant qu'on ait un peu cette ligne-là. Dans l'ensemble, j'ai quand même été diverti, c'est pas la grosse affaire comme film. C'est pas aussi désastreux que je trouve les critiques disent, mais c'est pas super comme film en soi. Il y a des bons trucs, mais c'est pas autant époustouflant que les premiers Men in Black que j'ai vu. Même le deuxième qui est pas très bon en soi, il y avait quand même des belles tentatives. Il y avait Will Smith. Il y avait Will Smith, mais il osait des choses. Même chose pour le premier qui était, il osait à fond, puis c'est ça qui avait un côté magique. Celui-là, il n'y a pas tant de choses qui osent. Soit c'est du déjà vu, soit c'est limité. Même si il y a certains éléments que j'ai appréciés. Dans l'ensemble, j'ai pas été très surpris, très émerveillé par ce que je voyais. C'est pas autant intense qu'on avait vu Men in Black où il sortait plein d'armes colorées, puis il y avait plein d'extraterrestres fuckés, puis des explosions, puis des choses qui n'avaient pas de sens, puis des fois tu comprenais pas ce qui se passait, mais ça se déroulait tout seul, ça explosait, puis tout. Oui, il y a des scènes qui marchaient pas, genre Will Smith qui s'assisait à droite, mais dans l'autre scène, il sortait de la porte gauche, mais c'est du détail, c'est l'époque, c'est les années 90, il savait pas tourner des films. Ben non, hein. C'est la même, c'est pas sorti de la même décennie que Titanic. Jurassic Park. Ouais, mais les premiers Men in Black, il y a beaucoup de faux raccords, c'est débile. Mais ben le 1 puis le 3 c'est pas super, le 2 c'est vraiment l'enfer là. Ouais, le 2 c'est le pire, là, t'es vois tout. À un moment donné, il y a comme le verre qui pitch Will Smith, puis ils ont oublié de mettre le verre en post-production. Fait que tu vois juste Will Smith qui envole dans les airs pour aucune raison, genre. Puis il n'y a pas de trou après, ils ont oublié de mettre le trou aussi. Si vous voyez le film à la TV, vous allez dire ben non, Max il se trompe. C'est parce qu'à la TV, il passe la version rééditée. Ouais. Ils ont corrigé les petits montages de même. Mais bref, dans l'ensemble, j'ai quand même été diverti. J'aime beaucoup l'actrice Tessa Thompson. Je l'ai découvert dans Westworld, qui est une excellente série de... Ah ouais, elle joue là-dedans. Ouais, je joue là-dedans, dans HBO, et qui est une excellente série que je vous recommande chaudement. Et la dame m'avait beaucoup impressionné, parce que ça faisait un personnage avec un fort caractère, qui tenait tête aux hommes, puis qui, tu sais, elle prenait sa place, c'est comme, toi, c'est où moi je sais qu'est-ce que je fais. Puis elle faisait des scènes assez osées aussi. Ah ouais. Pas dans le sens nudité, Ah. pas dans le sens nudité, mais dans le sens... Quelle déception. Faut le voir pour comprendre, mais bref, j'avais bien aimé l'actrice, puis quand elle l'avait choisi pour jouer dans Thor, j'avais été content aussi, parce que je trouvais qu'elle fitait bien dans l'univers de Thor, et là-dedans, je trouve quand même, elle accorde bien, elle fait comme sa propre version, semble être méchante de Will Smith, de personnage qui, à la base, a pas de lien avec les Men in Black, mais qui, à force des choses, se retrouve avec les Men in Black, et il va devenir un des meilleurs agents de la place, parce qu'il faut se rappeler que le premier Men in Black, Will Smith, à la base, c'est un policier de New York, qu'à un moment donné, il poursuit un extraterrestre sur un toit, puis il réalise pas que c'est un extraterrestre, puis il tombe, t'as Tommy Jones qui le voit dans la rue, puis il regarde, il fait comme, ok, puis le lendemain, il s'est appelé par les Men in Black, puis il passe des tests, puis il choisit à la place des gens de la NASA, du FBI, de la CIA, puis genre de l'armée, c'est lui qui choisit, puis tu sais, c'est tous les meilleurs soldats du gouvernement, puis il choisit un policier de New York, c'est un peu le même principe ici, même si c'est fait avec moins de subtilité, je sais que c'est un truc qui t'a un peu énervé du personnage. C'est plus mon ami qui était avec nous autres, ça l'a gossé là. Mais bref, moi j'ai quand même beaucoup aimé l'actrice. C'est sûr les personnages, ils sont pas vraiment développés dans le film. Il y a un peu de flashback au début, mais c'est très survolé, ce qui est un peu dommage. Ça nous empêche de nous attacher au personnage en soi. Mais ça reste bien. Mais ce qui m'a énervé le plus du film, entre autres, c'est le personnage de Chris Hemsworth. Il y a le même problème que dans Ghostbusters, parce qu'il joue dans le dernier Ghostbusters. Ils l'ont pris parce qu'il a une belle gueule, puis ils font plein de gags sur le fait qu'il a une belle gueule. C'est la plupart des gags dans le film sur le personnage de Chris Hemsworth, qui est l'agent H, c'est sur le fait qu'il est beau. Au début du film, il y a une scène, c'est la première fois qu'on le voit, il est mis au ralenti parce qu'il y a une extraterrestre qui a le pouvoir de mettre ça au ralenti. Fait que tu vas arriver comme au ralenti comme... Oh, Ouais, il se veut comme l'agent parfait là. ouais, tu sais, il est super beau pis tout, pis ils font plein d'efforts qui est super beau, pis toutes les filles trippent dessus, pis genre, lui il aime ça faire le party pis tout, mais en même temps c'est le meilleur agent parce qu'il il est parfait, il a le corps parfait, les yeux bleus, la gueule carrée, tu sais, moi je suis Chris Hemsworth, tu sais. Puis d'ailleurs c'est drôle le parallèle parce que Tessa Thompson a joué avec son frère dans la série Westworld, puis elle joue avec lui dans là-dedans, en tout cas, drôle de parallèle. Mais bref, ça m'a énervé le fait qu'il rappelle à chaque comme 10 minutes qu'il y a une belle gueule, puis que c'est le fait qu'il soit beau pis tout. Puis même à un moment donné j'étais comme ok, il va coucher avec avec Tessa Thompson dans le film, mais au moins ils sont pas rendus jusqu'à là, mais bref. Il n'y a pas de romance dans le film, vraiment. Non, il n'y a pas Toute vraiment de une romance. petite C'est ça que tension, j'aime. mais... J'ai aimé j'aime ça bien, qu'il n'y ait pas eu de romance, Moi ça a été aussi. trop cliché. Ben, à part au début, mais Même pas. il a quand même couché avec une extraterrestre. On parle entre les deux personnages ouais, principaux. Dans les deux personnages principaux, des personnages Puis, principaux, non. la twist du film, même au début on parle, comment je faisais ça?
Je m'attendais, mais en même temps je m'attendais pas, donc j'ai quand même été surpris pour ça. Mais dans l'ensemble c'est assez correct, c'est pas super, il y a beaucoup de défauts du scénario. Puis il y a Liam Neeson qui est peu présent pour ce qu'il peut offrir. Il aurait pu offrir plus. Ouais, mais faut dire qu'il est en plein scandale, là. Fait que... Ouais, puis Nick voulait le couper au montage, là. Ouais, c'est ça. Déjà content qu'il soit encore là. Mais bref, ouais, et donc ça vaut quand même le détour pour le divertissement, surtout si on a eu la franchise Men in Black. C'est un ajout, mais c'est pas le loin, c'est pas le meilleur, mais effectivement il est pas aussi dérangeant que le deuxième Men in Black qui était truffé de problèmes. La version originale, on parlait ici présent. Donc pour en parler plus en détail, on va aller du côté spoiler. Alors allons-y sans plus attendre. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. On est du côté spoiler et là on va aller en détail du film Men in Black international ou Homme en Noir international. Qui est, comme on disait tantôt, le premier spin-off et le film le plus récent de l'univers de la franchise Men in Black. Là on va parler en original, pourquoi le film en soi est pas extra, parce qu'il y a quand même pas mal de défauts, mais il y a quand même, en mon sens, quelques idées intéressantes autour du film. Oui. Je pense qu'on va commencer par s'attaquer au personnage principal qui est joué par Tessa Thompson, qui est le nouveau personnage central que, comme je disais, qu'on suit. Je veux un peu votre avis, si vous avez pensé d'elle. On va faire un petit tour. Ben, ses origines à la base, là, il y a quelque chose qui me gosse en partant, que ça a vraiment fait au début, fait oh. Quand l'extraterrestre va dans la maison puis qu'il fait du bruit, là, je trouve ça comme poche qu'on voit pas l'extraterrestre vraiment dans cette scène-là. On le met de côté puis on voit comme les parents étaient ça. C'est pas tant ça qui m'a vraiment dérangé en fait, c'est plus la scène quand elle monte en haut puis qu'elle croise le fameux extraterrestre, puis les agents ils demandent si la petite adore. Puis finalement, je trouve que pour des deux agents de Men in Black, ils ont pas fouillé ben pour voir s'il y avait possibilité qu'il y ait quelqu'un qui aurait pu voir un fucking extraterrestre. Ils font juste flasher les parents puis ça finit là-dessus. Moi je suis comme, vous avez pas fait votre job là. Tu vas t'assurer que la petite adore là, en tout cas. Puis, à cause de ça, le personnage dans le fond, s'il n'y avait pas eu cette scène là, ben elle aurait comme pas d'origine si on veut, s'il n'y aurait pas rien pour la starter. Mais direct là, ça me mettait comme... Il y a beaucoup de... C'est pas des faux raccords, mais comment on appellerait ça, des scènes qui arrivent pour que ça arrive là. Je veux dire, ça sonne pas naturel là, tu sais. Tu sais, cette scène-là, elle sert aussi de lien pour une scène qui arrive plus tard dans le film. Ouais. C'est quand même pas pire, mais en même temps, oui, t'as raison, les agents font mal leur job. Ils vont pas vérifier dans la maison si la petite dort vraiment. Puis ils vérifient même pas si la lionne est encore là. Exact. Faut vraiment mettre en contexte que c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de scène-là dans les Men in Black, parce que entre autres dans le deuxième, qui est considéré comme le pire, il y a un verre qui traverse la ville au complet, là, je veux dire. Ouais, pis c'est un problème dans le film, on va te le dire. Mais tu sais, refais pas les mêmes erreurs, là. Non, ils font pas les mêmes erreurs, mais tu sais, c'est pour montrer que ces Men in Black sont pas parfaits, là, je veux dire. Voilà. Même c'est pas le seul moment, à un moment donné, ils font une course-poursuite en moto, genre à Marrakech, puis Marrakech. ils font genre clac, puis ils s'en vont. Attends, Puis le reste, c'est attends, pas. elle fait... Ok, faut les flasher. Donne-moi ça, je prends le flashouilleur. Le Je pense neurolyseur, le Le neurolyseur. neurolyseur, mais je pense l'agent G appelait ça le flashouilleur. Hein? Bref, fait qu'elle fait juste comme tchac, tchac, tchac. Et après ça, ils font la course poursuite, mais ils font plus. Non, c'est ça, il flash pas comme le reste du monde qui voit tout. Tu vois vraiment le monde qui se passe puis qui regarde la moto. J'avoue que ça, c'est quelque chose qui... Parce que je pense qu'il aurait été quasiment plus habile de pas faire cette scène-là où qui flash tout le monde, puis laisser ça comme ça parce qu'on se dit, ah ben la MIB vont avoir un flash spécial qui vont... Comme la New York, c'est la tour... la Statue de la Liberté qu'il y en a un, fait que tu dis, ah ok, ben, mais non, là, à la place, ils ont décidé de le montrer. Fait que ce qui rend un faux raccord dans le film, là, tu sais. Ouais. C'est maladroit, là. C'est vraiment maladroit, là. C'est très maladroit, en fait, ouais. Pour ma part, oui, effectivement, j'ai trouvé ça... L'origine de celui, je suis un peu d'accord comme vous. Mais en même temps, comme je dis, c'est pas si différent de l'origine de Will Smith dans le premier film, qui est juste un simple flic de New York qui a tombé sur un extraterrestre dans une course-poursuite. C'est un peu le même principe, dans le sens qu'elle va se retrouver dans l'agence, elle n'a pas réelle de formation, ils vont la prendre parce qu'elle dit qu'elle n'a pas de vie. Mais après ça, elle décide de je vais aller me voir le FBI. Puis elle essaie de faire, pour les gars là-haut, les comptables. Les comptabilités, les finances, hein. Non, encore. Bref, il n'y a personne au FBI qui comprend, puis elle, au lieu de dire, je veux les hommes en noir, puis au lieu d'avoir complété une genre de formation, ou de vraiment travailler pour le FBI, elle fait non, je vais continuer dans mon petit job informatique, puis de réglage de problèmes pour les autres. C'est comme... Il me semble que j'aurais aimé ça voir le personnage entrer au FBI, puis monter les échelons, faire comme...
Ouais, j'aimerais ça rentrer pour les Men in Black. Ouais, voir comment tu réussis à rentrer dans le Men in Black, c'est toujours dû au hasard, tu sais. Mais dans le premier film, on le voyait, il prenait les meilleurs éléments de chaque branche gouvernementale, puis il leur faisait faire des tests. Puis c'est là que Will Smith il arrive là, puis il y a comme un soldat, un gars de la CIA, un gars du FBI, puis un gars de la NASA. Puis ils passent tous les mêmes tests, puis à la fin ils prennent juste Will Smith là. Puis une chance que que Molly, elle a vraiment la mission la plus grosse qui sauve la galaxie comme première mission, dans le sens que il y avait combien de chances que ça arrive en même temps qu'ils sont arrivés, hein? Ouais. Ça doit être le hasard! Ah mais c'est un film. Ouais, on peut en laisser là, mais... Oui. C'est parce que, tu sais, il y a quelque chose qui dit que c'est comme un film de Star Wars, tu te poses jamais de questions sur l'univers, puis celui-là, quand tu t'es rendu à un film, tu t'en poses, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche, là, tu sais, puis c'est ce qui arrive dans celui-là beaucoup. Tu sais, je veux dire, y a rien de marquant dans ce film-là, là? Y a-t-il une scène vraiment que vous avez ri? Il y a pas, ben il y a le marteau. Ouais, mais on l'a vu Mais dans on la l'a vu dans la bande-annonce. bande-annonce, c'est qu'il Fait que c'est comme- gâché. Ah, ok. Fait qu'il est gâché par la bande-annonce. Puis le petit extraterrestre qui est là tout le long, moi, il m'a tapé ses nerfs. Ça, là. Il était tapé ses nerfs. Ah ouais, d'un, on l'a vu en français, nous autres, puis la voix là, de ce petit bonhomme-là, là, ah, c'est que ça passe pas, là, pour moi, là, c'était zéro puis une barre, là. Je vois même pas son intérêt, en fait, en tant que personnage. En fait. Ben, Mais c'est qu'il remplace, mettons, le Pog qu'il y avait dans les premiers films. Ouais, c'était le personnage le plus gossant du 2, tu sais. Ouais, mais ça reste qu'il mettait tant un personnage accompagnateur qui était pas humain pour montrer que l'univers était différent. Puis dans les premiers films, c'est le Pog qui était Puis, le... ben lui était le petit personnage, était rendu tout seul de sa gang. Toutes les échecs, les C'est un pions pion. d'échecs, ils sont morts. Donc il n'y avait plus grande vie, il pouvait plus sauver sa reine, fait qu'il avait besoin d'une nouvelle reine. Fait qu'il a prêté allégeance à Mais- Molly. Il y a quelque chose que je... Là, Mathieu, tout est fort là-dessus, tu vas pouvoir me le dire. C'est quoi qui a changé dans Chris Hemsworth? Tu sais, l'extrait dit, ah, t'as changé, c'est quoi qui a changé? Parce qu'il a été flashouillé. Ben, Ah oui, flashouillé, c'est ça, ouais. ok, c'est bon, ouais. Je savais qu'il y avait une sens, là. C'est subtil parce qu'il répète toujours la même phrase. Il répète la même phrase genre 2-3 fois dans le milieu du film. Mais tu portes pas trop attention, puis à la fin, quand elle le réalise, elle le fait répéter plusieurs fois. Puis là, tu catches que genre il a été neurolysé parce qu'il fait juste répéter la même phrase. Ouais, puis ça, c'est une Avec des nos- rares choses que j'ai cru, là. Notre mental et nos neurolisateurs. Moi, je l'ai devenu tout de suite que Liam Neeson était le méchant du film. Moi j'ai Ah, cru ok. pendant un temps que c'était l'agencé. Ouais, c'est ça, mais C'est ce trop qui- flagrant que ça ouais, soit c'est là. ça. Il voulait... Tu crois, moi, au moment qu'il téléphone en haut puis qu'il regarde l'agencé, j'ai fait tasser. C'est Ouais, ça. comme je dis, c'est semi-surpris, mais j'ai quand même trouvé ça intéressant de prendre Liam Neeson comme méchant, parce que c'est pas un acteur jamais qui va voir faire un méchant comme ça. Mais la Haïti, là, il a attendu 20 ans pour que cet intéressé-là arrive avec l'arme. Je veux dire, son plan c'était de faire ça à la base. Probablement. Ben le plan de l'essaim, qui est le méchant, c'était de conquérir le monde planète par planète. Mais ils disent dans le film qu'ils sont pas arrivés sur Terre. Puis là, il y a un extraterrestre qui a emmené d'une royauté, qui a emmené une arme qui pourrait l'arrêter. Mais une autre race qui voulait l'avoir aussi pour se protéger. Fait qu'il est arrivé, pour on pensait que c'était eux les méchants, les jumeaux, qui sont des Français. Je l'ai vu venir qu'il était gentil, c'est niaiseux, hein. Moi Non, j'ai mais- pas vu venir, je pensais vraiment qu'il Ben, était c'est ce qu'il méchant. faut dire qu'il tue des innocents aussi, là. Ouais. Puis dans la rue, dans 15 mètres dans la rue. Tu sais, c'est là, quand même au pas bord. pire, c'est qu'ils sont à Marrakech et il y a un problème avec le panneau électrique. Puis c'est un des deux jumeaux finalement qui se fait comme prendre. Puis finalement, l'extraterrestre se scinde en deux, fait que ça devient que c'est les deux jumeaux, les deux Ouais. twins Ouais. qui sont... Puis ils ont été choisis entre autres, c'est des danseurs professionnels en France, puis il y a une scène justement quand ils sont dans le club, ils se mettent à danser full c'est à intense. danser comme... C'est parce que c'est des C'est vrais vraiment danseurs. bien. Ouais, c'est des danseurs à la base. C'est pour ça qu'ils actent pas dans le film, là. Ils parlent un peu, là, mais ouais. Ah ouais? Ben oui, ils disent quelques phrases. Ah ouais? Entre autres quand ils sont transformés en fumée, là, mais oui, ils parlent. Oui, ils vont À la fin, voir ils disent, nous aussi on a besoin de Ouais, l'arme. ça je me rappelle de cette pote là, mais pour le reste... Mais Ben, ils vont à Marrakech, ils vont voir le jeu d'échecs. Puis ils Ah oui, parlent. t'as raison. C'est vrai, mon point. Voilà. Pour aller sur le personnage de Chris Hemsworth, qui est la genre H comme le vétéran, qui est le Tommy Lee Jones plus charismatique. Là. Moi personnellement, comme je dis, il me tapait ses nerfs. Parce qu'ils m'ont toujours la belle gueule. Puis en plus, il y a une scène qu'il faut qu'il voit son ex, qui est Risa, qui est jouée par Rebecca Ferguson, qui est une excellente actrice. Ça montre l'image, comme ah, tu sais, je sortais juste avec elle parce que tu sais, on t'a attiré, on C'est pas une mission, c'est qu'il dit. Ouais, tu sais, c'est pas... Moi, j'étais pas un Men in Black, elle était pas une meurtrière, on était juste amoureux. Puis il la voit, puis genre il essaie de la cruiser, puis il fait son gars à belle gueule, puis tout. C'est pas moi, écoute, C'est pas tant ça qui m'a dérangé, je trouve juste que le personnage il est niais, genre. Il est pas... il est comme trop parfait, genre, dans l'ensemble, pis... Qu'est-ce que c'est... Tu
sais, genre, tu réussis pas à t'attacher à ce gars-là, genre. Puis il fait le même défaut que Will Smith a dans ce dernier film. Il joue Chris Hemsworth. Il joue le même personnage qu'il pouvait jouer dans Thor, là, quasiment. Là, tu sais. Moi je trouve qu'il ressemblait beaucoup à son personnage de Ghostbuster, dans le sens que... Ben, dans son personnage de Ghostbusters, c'est qu'il est vraiment épais. Mais genre, épais rare, là. Ouais, Tu sais, mais... le gars, il se gratte l'œil, puis il a des lunettes, là. Tu sais, ça te donne une idée. Là-dedans, il est juste comme... Il est comme... Je sais pas. mais dans les deux, ils font des gags sur le fait qu'il est beau, là, je veux dire. Ouais, mais c'est un running gag même dans les Thor. Fait que, tu sais, pour moi, ça me dérange. C'est pas ça qui me dérangeait. C'était vraiment plus le personnage en soi. Il y a comme pas de... Tu sais, il y a pas... Il manque d'âme, là. Tu sais, il manque... J'ai l'impression que... En plus, là, après ce film-là, Chris Hemsworth a dit qu'il prenait une pause de carrière pendant 1 an, là. J'ai l'impression que c'est pas dû au hasard, là. Tu sais, quand tu fais un film que tu crois pas... En tout cas, bref, moi, il y a comme plein d'affaires comme ça qui marchent pas, puis, tu sais, il y a comme plein de... C'est pas des incohérences, mais c'est tellement dû au hasard tout le temps. Je veux dire... Puis, c'est quoi, des fois, j'ai l'impression que les personnages sont comme limite des super-héros, tu sais, quand Chris Hemsworth saute d'ascenseur à ascenseur aussi au début du film. Puis, le fait que Liam Neeson, qui est un extraterrestre qui veut détruire la Terre, ait de la compassion pour Chris Hemsworth à la fin, j'ai l'impression que c'est comme... Il y a quelque chose pour moi qui faisait comme non-sens, là. Mais c'est expliqué qu'il prenait le contrôle de l'autre, de la personne, donc il était toujours à l'intérieur, donc c'est le fait d'aller rechercher le côté humain en lui. C'était contrôlé par les cinq, son habilité c'est qu'il prend le contrôle de toi, tu deviens avec lui. Moi je trouve que c'est quand même... Ok, à la base, Liam Neeson était vraiment un personnage à part entière, puis la bébite s'est incrustée en lui. Ouais. Ok, j'avais pas compris ça, je pensais que l'extraterrestre était là depuis des années. Non, c'est incrusté en... C'est quand pas ils ont clair. fait le truc à Paris. Ah, c'est là qu'il a pris le contrôle. Ouais, c'est là que ça c'est a ça pris qu'il le a contrôle. réalisé l'autre pour dire que c'est un héros. Ah, bon Dieu, je l'ai pas compris, je suis désolé. C'est correct. Faut dire que t'étais dedans sur ton sel, là, fait que tu sais, ça se comprend. Genre 1 minute sur 118 minutes, genre. On va étaler sur 118 minutes. Mais oui, Moi, je dors pas pendant Hellboy. j'ai vu ça depuis 30 secondes. Ouais, 30 secondes sur 60 minutes. Mais moi, c'était très mauvais celui-ci. Ouais, je sais. J'ai perdu mon fil conducteur, je le dis. Bravo, Max. Ouais, ça, on a parlé de pas mal d'éléments du film. J'ai quand même aimé le fait qu'ils font quand même quelques références à la franchise actuelle. Entre autres, il y a un cadre dans le bureau de Liam Neeson qui montre la bataille que Will Smith et Tommy Lee Jones ont fait dans je pense que c'est le premier film. Puis aussi, on voit le POG brièvement au début du film. Ouais, c'est des petits clins d'œil, là. Puis t'as l'espèce de groupe d'extraterrestres, sont des petits trucs bruns, genre haut de même, là. Ils sortent du métro, fait que c'est intéressant. Haut d'un pied. Ils sont là dans les 4 films, je pense. Je pense qu'ils sont là dans les 4 films, ouais. Puis c'est comme des images emblématiques de l'univers des Men in Black, donc c'était bien de les rappeler Moi, c'est comment elle a découvert si on peut revenir sur comment trouver les hommes en noir, emmener à regarder les météorites. les météorites puis le satellite de la NASA, à pirater, je pense, le Hubble De la NASA, là. de la NASA. Et elle voit qu'il y a un météorite qui fait ça, mais comme ça, en ligne directe, qui fait un croche. Puis on voit un article de journal, je sais pas c'est quoi qu'il dit, Ouais, ça, là, c'est t'as comme mon ex-extraterrestre, Qui est un bonhomme vert, là. un bonhomme vert, Il comme- existe vraiment, il là. existe vraiment. Puis on voit cet article-là, puis on le voit apparaître dans la scène d'après, puis il est comme devant un mur. Puis elle fait comme, ok, mais je sais pas, son genre de GPS dit que c'est par là qu'il faut aller, mais elle voit comme rien pantoute. Puis elle se retourne, il y a des pigeons qui revolent, mais qui passent à travers un mur invisible. Tu sais, ça là-dessus, les hommes en noir pourraient mieux travailler ça là-dessus. Tu sais, faire en sorte qu'on voit quand même les pigeons continuer. Les autres auraient dû le voir venir avant elle. Non, Ouais. en fait, ils sont là avant lui. Avant elle. Excuse-moi, j'ai rien dit. Ouais, il était là, ouais. Voilà. Excusez, j'ai rien dit. Puis finalement, elle remarque que, il y a un panneau, je peux aller voir. Puis là, elle va revoir son gars de taxi, elle fait « Suivez-les ». Des hommes en noir qui remarquent un taxi jaune qui suit, c'est louche. C'est vrai. Ça faisait partie du fil conducteur pour que cette histoire avance. Là, On mais, a ouais. Siri qui Ouais, ok, excusez. fait des Mais, siennes, mais... Moi, une scène qu'on a oublié de mentionner, que je trouvais quand même bien, puis ça faisait référence, surtout dans les premiers films de Men in Black, qui montraient tous les gadgets des Men in Black, c'est quand ils se battent dans la ruelle, Ah puis oui. ils sortent des guns un peu partout de l'auto. Ouais. C'est très Men in Black dans les premiers films, ils en sortaient de partout, ils ouvraient une armoire, en dessous d'un banc, dans le coffre à gants, puis c'était des gros guns bizarres en argent, qui sont soit très gros, soit tout petits.
Puis ils ont des formes bizarres. Puis Mais ça, je trouvais Ça, j'ai bien aimé ça. Je trouvais que c'est une affaire qui manquait justement, celle-là. Dans les 3 autres Men in Black, t'as tout le temps comme des gadgets cachés à des places inédites. Je me rappelle très bien dans le 2 qu'à un moment donné, ils vont dans un appart où il y a une famille qui vit, puis genre ils ouvrent le mur, genre, puis après ça, il y a flash. Mais il y a comme plein d'affaires de même, puis dans celle-là, c'est pas le cas, genre, il y en a pas, ça. Mais t'as l'auto, comme je disais. T'as l'auto, mais je veux dire, genre, absolument, c'était comme dans le monde réel, dans le sens que... Ouais. Ben c'est ça, comme je disais, il manquait le tape à l'œil qu'il y avait dans les autres Men in Black. Ils ont enlevé le volant aussi PS2. Oui, il y avait Il y avait un volant avec une manette PS2. Oui, je me rappelle. Bizarrement, c'est un film de Sony, ça doit être un hasard. Ok, coïncidence. Je suis sûr que tu remarquerais, tous les ordi, c'est les ordi de la VIO, là. Ok, j'ai pas marqué. C'est l'ancienne marque de Sony de PC, là. Avant, tous les films de Sony, avaient des... c'était ça, puis les cellulaires, c'était des Sony, là. Fait que... En tout Puis cas, il y a des effets spéciaux, des fois, je trouve que les extraterrestres, ça sonne vraiment CGI. Surtout quand la scène du genre de poker là, qui joue avec les serpents, la tête de l'extraterrestre, là, qui est comme un gars de la mafia, là, sacrément, ça faisait très 1997, là. c'est assez cool comme scène, mais j'ai pas trop porté attention, mais je pensais que c'était plus du maquillage, là, mais... Non, c'était vraiment pas du maquillage, c'était du CGI, je peux te le garantir. Ok. Parce qu'ils sont assez fous maintenant en maquillage. Je veux dire, Vision dans Avenger, il est fait en maquillage. Ouais, c'est ça, mais lui, ça paraissait, là. mais ouais. En tout cas, puis on va aller à la fin du film, Oui. avec le combat final qui se passe à Paris, où que tout a commencé dans le fond avec les saints, où c'est là qu'on a tous, où que Liam Neeson c'est le méchant parce qu'il est contrôlé par les saints, que t'as une scène... ça fait un parallèle, puis c'est aussi que le film cloche un peu parce que Liam Neeson laisse une boussole au début à l'agent H, pas l'agent H, L'agent M. Agent M, merci. Et la boussole était écrite dessus, faut que tu sois là au bon moment, tout comme ça. Puis là, elle réalise à ce moment-là qu'elle est à la bonne place, c'est qu'elle sort le gun, puis elle tire, puis elle bute l'essaim à travers l'univers. Ouais, le gun, justement, là, tu sais, il montre qu'elle le met au plus faible, ça crée carrément un grand canyon. Puis là, elle le met au maximum, puis elle détruit comme l'espace, tu vois, avec ça. Comme tabarnak, elle avait pas peur, hein. Ouais, surtout qu'il mentionne que c'est un fusil qui marche avec un soleil, là. Ah Oui, ouais? oui, oui. Ouais. Une naine bleue. Une naine bleue, ouais. Une naine bleue. Ah ouais. Ouais. c'est l'univers des Men in Black qui sont toujours décomplexés. Surtout les fins de chaque film. Ben, en tout cas, les deux premiers Ouais, surtout. je sais, je voulais en parler. Ben vas-y, je t'essaie. Ah ben absolument, à chaque fin de Men in Black, t'as comme une surprise. Tu sais, je me rappelle vraiment du deuxième, à la fin, il ouvre un casier, puis finalement, ils réalisent que les autres sont dans un casier au bout de ligne, puis il existe un monde encore plus gros que ça, là, tu sais. Puis dans celui-là, ça finit. Ils partent dans les airs avec le tour. Ouais, c'est comme, ah, ok. Et ils font un genre de fin à la retour vers le futur. Ça, ils partent Quand tu penses, ils passent dans le futur, ben ils passent dans le futur. Ils passent dans les airs, ils font le tour de la tour Eiffel, puis reviennent vers la l'écran. caméra, Ouais. Ouais. la lentille de la caméra, puis ça finit là. Ça fait la même chose avec Retour vers le futur Ouais, j'avais 1. remarqué, oui. Ouais. J'avais remarqué effectivement, c'est un... Et il y avait le gag aussi où ils prennent la voiture, ils veulent aller prendre la voiture, elle est toute démolie, ils en trouvent une autre, puis il teste ça comme ça, il fait je vais prendre le volant, fait qu'elle va, elle, de son côté, elle va Parce à que t'as gauche, ça à New York, là. mais elle est à Londres, puis elle se pense à New York. Fait que t'as l'autre gars qui fait ok, ouvre la porte, puis on la voit comme ça, fait le volant est supposé être ici. Puis le gag du bouton rouge dans le char, il me semble que je l'aurais pas appliqué pour un boost pour elle, non? Ouais, c'est une image classique de ce genre de film-là. là. Mais la moto, tu sais, elle me montrait que ça donnait un hyper boost, je me disais, ah, ça aurait été vraiment un bon gag de que ça fonctionne pas, genre. C'est comme les essuie-glaces, genre. Tu sais. Mais tu sais, en même temps, ouais. Mais tu sais, en même temps, Là, je les... suis pas scénariste, là, fait que... Oh, c'est ça, pis c'est pas fait pour... les films de Black, c'est pas pour montrer tu sais, qu'ils s'en fâchent pis tout, là, c'est des films d'action, là. Mais j'avoue que c'est quand même assez cliché, le bouton rouge, là. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal ça pour le film Men in Black. Qui, comme on l'a dit, quand même, il y a quand même pas mal de défauts. Il y a certaines choses qui sont quand même bien. Oui. J'ai quand même aimé l'aspect du fait qu'il se concentre pas juste à New York, c'est quand même bien parce que... Ça fait du bien, là. Ça faisait Ça quand fait même du 3 films qui étaient à New York. Comme Harry Potter quand il change de pays en pays, là. C'est un des charmes de la franchise, là, dans le Ouais, Fantastic Beasts, là. ouais. C'est vrai que ouais, t'as raison, c'est un excellent point. Puis j'ai aimé ça en gros de Men in Black parce qu'à un moment donné, il faut que tu regardes renouveler la franchise. Puis c'est une des techniques qu'on a utilisées pour renouveler, c'est on va déplacer l'histoire ailleurs pour essayer de renouveler ça. Ça n'a pas marché complètement, on l'a détaillé. Mais pour vous autres, là, est-ce que ça va tuer la franchise pendant un temps ou on va être capable d'avoir une suite? On devrait avoir une suite, mais je pense pas que ça va être dans l'immédiat. Ils même sont équipe? mieux de laisser ça sur la glace,
puis de revenir dans quelques années quand la poussière va être retombée. Tomate. Je pense que ça mérite peut-être une pause encore, là, mais c'est Sony quand même, là, eux sont, c'est comme je faisais ça, sont s'accordent de raide, là. Si en font un deuxième qui corrige toutes les erreurs. Entre autres, là, mais je veux dire, c'est Sony, comme je disais, ils ont une malédiction, la plupart de leurs films récemment n'ont pas marché, à part les Spider-Man et Jumanji. Puis même Spider-Man sont considérés comme des échecs. Ben, je parle surtout du dernier, là, les deux derniers. Là. Je pense The Amazing, ouais. Ouais, moi je te parlais de Homecoming, puis... Homecoming puis Into the Multiverse. Là. Ouais, c'est correct. Ouais. Et Jumanji qui a vraiment été rentable, mais la plupart de leur franchise va pas très bien. Et Sony cherche à remonter la pente. Et Men in Black c'est leur grosse franchise à l'époque. Et qu'on besoin encore un peu de temps pour le retravailler. Comme je dis, ce serait pas impossible. C'est très là-bas dans ce moment de prendre des trucs comme ça pour en faire des séries TV. Je verrais bien un concept de série TV avec les Men in Black. Il y a du potentiel à faire avec ça parce que c'est, comme ils l'ont montré dans ce film-là, c'est international, il y en a partout. Il y a plein d'agents, il y a plein de technologies, il y a plein de races. Tu sais, c'est un peu comme un Star Trek ou un Star Wars. Mais j'aimerais... Puis film. j'aimerais ça en voir de ailleurs. On a déjà vu New York, on a vu Londres. Moi, je verrais le et Japon. Paris, je verrais Japon ou la Russie. Ou la France, même. On a vu Oui, c'est vrai, non, là, ça, j'aurais dit pour la France. Ou l'Afrique du Nord. on a attends. vu Marrakech, là, mais ouais. Ou je sais encore plus, Saint-Jérôme. Au Il y a des Canada. extraterrestres à chaque Men coin in de Black Canada. Ah, tu vois, à Vancouver ou à Toronto ou à Montréal, là, tu sais. On gâche qu'ils vont faire plein de gags sur les Canadiens, là. Et à chaque fois qu'il y a des Canadiens de même dans... À chaque fois qu'il accroche quelqu'un, sorry. Ben, gars, rien que la tour de Ville-Marie, c'est qui a un phare en haut de la tour. Ça pourrait être comme ouais. la tour Eiffel ou encore la Statue de la Liberté. Ah, c'est vrai. Voilà. Bref, on a dit le moment de donner notre note. Mhm. On va faire encore un tour de raison, je pense avec toi Hugo. Moi, je lui donne un 3. C'est pas mal, je suis comme entre les deux. Ça vaut un 3. Petite note de passage. Max? 2.5 sur 5, c'est loin d'être une catastrophe, mais c'est loin d'être un film marquant. Je te dirais que le plus gros reproche que je vais avoir au film au fil des années, c'est je l'ai oublié. Il risque d'être dans tes déceptions à la fin de l'année. Ah, c'est sûr. Mais il sera pas dans mes navets. Ça, c'est sûr. Je te laisse aller, Matt, avec ta note? Ouais, moi, je suis quand même un grand amoureux de la franchise des Men in Black. Le premier, ça a été un de mes films préférés quand j'étais jeune. Je l'ai écouté beaucoup de fois. Quand il avait annoncé un troisième, j'étais très emballé quand même. Et là, qu'il a annoncé un spin-off, je trouve ça intéressant, comme je disais, que les acteurs, tout ça. Il y a beaucoup de défauts, comme on l'a mentionné. Ça reste que je suis quand même un fan de la franchise des Men in Black. Le film, il est pas, je ne considère pas qu'il est oubliable, mais il est pas marquant. Un peu à la manière du deuxième Men in Black. Honnêtement, je m'attendais à un caméo au moins de Will Smith, ce que j'ai pas vraiment eu. J'ai eu une peinture de lui sur un bureau, mais je m'attendais soit à la fin ou pendant le film ou au début, whatever, un caméo de lui, qui a été très facile à intégrer d'ailleurs. Peut-être c'est à cause de son calendrier trop chargé qu'il n'avait pas le temps. Ouais, je pense qu'il cherche cher aussi. Hein. Ben, il faut dire aussi qu'il cherche cher, Il effectivement. était peut-être pris avec Aladdin. Ouais, c'est sûr que oui. Aladdin, ouais, effectivement. Puis Bright 2 aussi, qui je pense qu'il vient de commencer à tourner. Mais bref, tout ça pour dire que c'est pas évident ce genre de film-là de donner une note. Moi j'y vais avec un 3 sur 5. C'est divertissant, mais c'est pas plus que ça. Il y a beaucoup de défauts. Mais il y a des choses intéressantes à voir. Puis il aurait pu être plus emballant, il aurait pu être plus magique. Et la fin est vraiment molle en soi. J'aurais voulu une fin comme les premiers Men in Black qui est surprenante, qui nous choque, qui nous donne le goût d'en voir plus. Là, je suis comme ok, mais j'ai pas nécessairement le goût d'en voir un autre pour l'instant. À moins qu'il corrige vraiment ces défauts-là. Donc un 3 sur 5. Donc c'est déjà tout pour le podcast. Puis nous suivre comme d'habitude. Moi, Mathieu Belprévost sur Facebook et sur ma deuxième page de Matt Belec 2.0. Vous pouvez suivre Hugo Main sur Facebook. Vous pouvez suivre Max Taillon sur Facebook, Twitter et Instagram. Je le savais. Il m'avait pas dit, il y a un Instagram. Vous pouvez voir ses photos en chess sur Instagram. Là. Allez voir ça. Avec ouais. ses millions d'abonnés. 230. Ça semble même pas faire de la pub pour notre podcast, c'est très égoïste de sa part. Notre podcast peut le trouver partout, Twitter, Facebook, YouTube, Balado Québec, RZO, Canal Cinéma, la radio du 109 CHI les samedis soirs, Spotify, Google Play et iTunes. Et évidemment la version visuelle est uniquement sur YouTube. Donc c'est déjà tout. On vous dit de rester à l'écoute et la semaine prochaine, si tout va bien, on devrait critiquer le 4e Histoire de jouets, qui est le dernier film en date de Pixar. Donc là-dessus, on vous souhaite des bons visionnements et à la prochaine. By my side.